Le mariage contractuel du millionnaire timide, la découverte de son épouse vierge et un amour profond. Bonjour, ma belle famille. Bienvenue dans les histoires de Monsieur Peter. Comment allez-vous aujourd'hui? Père Céleste, alors que nous nous réunissons ici en famille, je demande ta main guérisseuse sur chacun d'entre nous. Répare les brisures dans nos cœurs, sors-nous des ténèbres et remplis-nous de ta lumière. Guide-nous à travers nos luttes et aide-nous à devenir plus forts ensemble, en tant que famille. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant qu'avec ta grâce, nous surmonterons tout. Amen. Aujourd'hui, je ressens un peu de stress car j'ai travaillé très dur, mais les vues ne reflètent pas tout à fait cet effort. J'ai besoin de votre soutien, ma famille. S'il vous plaît, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette incroyable famille. Si vous souhaitez que je lance une chaîne pour des histoires courtes, commentez simplement oui dans la section des commentaires ci-dessous. Et comment avez-vous trouvé la dernière histoire? Vos retours signifient tout pour moi. Aussi, partagez cette vidéo avec au moins 5 de vos amis pour aider notre famille à grandir. Commençons aujourd'hui avec amour. Chapitre 1, l'arrangement. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers le bureau de Kennedy Brooks, peignant les surfaces épurées de nuances ambre et or. Il se tenait immobile devant la baie vitrée, sa haute silhouette se découpant sur l'horizon assombri de Manhattan. À 32 ans, il avait amassé plus de richesses que la plupart des gens n'en verraient en 10 vies, et pourtant, il se sentait plus vide que jamais. Son reflet le fixait depuis le verre teinté, un costume Tom Ford impeccablement taillé, des cheveux noirs soigneusement coiffés et des yeux qui portaient le poids de la solitude malgré son succès. Kennedy ajusta ses boutons de manchette en argent, une habitude nerveuse développée au fil des années à éviter les interactions sociales. Chaque petit ajustement lui rappelait la dernière stipulation de sa grand-mère, se marier dans l'année, ou perdre le contrôle de Brooks Enterprises au profit du conseil d'administration. Le doux bourdonnement de la porte de son bureau s'ouvrant s'enregistra à peine, alors que son esprit errait à travers ses diverses tentatives ratées de rencontres traditionnelles. Chaque rencontre s'était terminée de la même manière, son anxiété sociale créant un mur impénétrable entre lui et toute connexion potentielle. Monsieur Brooks? La voix de Richard Kensington traversa ses pensées. L'avocat âgé servait la famille Brooks depuis 3 décennies. Ses cheveux argentés et ses lunettes à monture métallique faisaient autant partie de l'entreprise que le nom Brooks lui-même. La version finale du contrat de mariage est prête pour votre révision. Kennedy se tourna lentement, ses mouvements délibérés et contrôlés masquant la tempête d'émotions sous son extérieur composé. L'épais dossier dans les mains de Richard représentait son dernier recours, un arrangement commercial se faisant passer pour un mariage. Parlez-moi encore d'elle, demanda doucement Kennedy, se dirigeant vers son bureau mais restant debout. Ses doigts tracèrent le bord de la surface en acajou, une autre habitude nerveuse qui l'aidait à s'ancrer dans les moments d'anxiété. Richard ajusta ses lunettes et ouvrit un dossier séparé. Mademoiselle Kelly Taimé, 26 ans, diplômée de l'Université de Columbia, licence en littérature et création littéraire. Elle travaille actuellement comme éditrice indépendante tout en s'occupant de son jeune frère, Devon, qui nécessite un traitement médical intensif pour une maladie cardiaque rare. Il fit une pause, levant les yeux vers Kennedy. Sa vérification des antécédents est revenue impeccable. Pas de scandale, pas de relations suspectes, pas de controverses sur les réseaux sociaux. Elle est exactement ce que nous avions spécifié. Kennedy hocha lentement la tête, s'enfonçant enfin dans son fauteuil en cuir. Le poids de ce qu'il s'apprêtait à faire pesait lourdement sur ses épaules. Et elle comprend toutes les conditions? Oui, monsieur, le contrat est très complet. Richard commença à exposer les points clés, sa voix prenant le ton professionnel qu'il réservait aux affaires juridiques. 1 an de mariage minimum, apparition publique requise pour les fonctions d'affaires, quartier d'habitation séparé dans votre pentouse, aucune relation amoureuse extérieure pendant la période du contrat, discrétion totale concernant la nature de l'arrangement. Il marqua une nouvelle pause. En retour, elle reçoit 5 millions de dollars à la signature et les frais médicaux de son frère sont entièrement couverts par la fondation médicale de la famille Brooks. La somme était insignifiante pour Kennedy, une goutte d'eau dans l'océan, mais il savait que les coûts de traitement avaient déjà épuisé les ressources de sa famille et que les procédures expérimentales n'étaient pas couvertes par les assurances standards. Son passé, demanda Kennedy, bien qu'il ait déjà entendu cette partie. Quelque chose dans son histoire continuait de l'attirer, le poussant à questionner et reconfirmer chaque détail. Père décédé quand elle avait 12 ans. Mère remariée 3 ans plus tard avec James Richardson, amenant une demi-sœur, Jasmine, dans la famille.
La mère et le beau-père sont morts dans un accident de voiture il y a 2 ans, laissant Cali comme tutrice légale de Devon. La voix de Richard s'adoucit légèrement. Elle a tout sacrifié pour son frère, Monsieur Brox. Sa carrière d'écrivain, ses économies, même son appartement. Ils vivent actuellement dans une petite location dans le Queens. Kennedy se leva de nouveau, incapable de rester immobile. Les lumières de la ville commençaient à scintiller au-delà de sa fenêtre, chacune représentant une vie, une histoire, une lutte qu'il ne connaîtrait jamais. Et elle est prête à épouser un parfait inconnu, juste comme ça? Le désespoir pousse les gens à envisager des options qu'ils n'auraient jamais considérées autrement, répondit Richard avec diplomatie. Un peu comme votre propre situation avec la clause d'héritage. Le rappel du testament de sa grand-mère fit se contracter la mâchoire de Kennedy. Eleanor Brox avait été une force de la nature de son vivant, et même dans la mort, elle tirait encore les ficelles. Le mariage t'aidera à surmonter tes peurs, avait-elle écrit dans sa dernière lettre. Tu as besoin de quelqu'un pour te sortir de ta coquille, mon cher garçon, ou tu gâcheras ta vie à te cacher dans cette tour que tu as construite. Le communiqué de presse est prêt, demanda Kennedy, changeant de sujet. Oui, monsieur. Un récit classique de romance tourbillon. Vous avez rencontré mademoiselle Timey lors d'un gala de charité il y a 3 mois, avez gardé la relation privée pendant la cour, et maintenant vous êtes prêt à annoncer vos fiançailles. La petite cérémonie privée est prévue pour vendredi au palais de justice, suivie d'une brève apparition pour la lune de miel dans les hantons pour les photographes. Kennedy prit un verre en cristal sur son bureau, se versant 2 doigts de scotch d'une main légèrement tremblante. Et vous l'avez vérifié personnellement? Je l'ai fait. La voix de Richard portait une note d'approbation sincère. Elle est remarquablement terre à accent grave terre pour quelqu'un de son âge. Intelligente, éloquente, mais sans ambition sociale. Sa principale préoccupation lors de nos réunions était de s'assurer que le traitement de son frère serait garanti, peu importe comment l'arrangement se déroule. Le scotch brûla la gorge de Kennedy alors qu'il prenait une longue gorgée. Elle semble trop belle pour être vraie. Parfois, Monsieur Brox, les gens sont exactement ce qu'ils semblent être. Richard commença à organiser les papiers du contrat, ses mouvements précis et méthodiques. Mademoiselle Timey ne cherche ni la gloire ni le statut social. Elle n'essaie pas de vous piéger ou de vous exploiter. C'est simplement une jeune femme qui n'a plus d'option pour sauver son frère. Kennedy posa son verre et se dirigea vers sa salle de bain privée, s'aspergeant le visage d'eau froide. L'homme dans le miroir semblait fatigué, incertain. Quand avait-il ressenti pour la dernière fois une véritable confiance en dehors des affaires? Dans la salle du conseil, il était inarrêtable, décisif, commandant, brillant. Mais dans les affaires personnelles, il se sentait comme cet adolescent maladroit, luttant pour former des liens basiques. De retour dans son bureau, Kennedy trouva que Richard avait disposé le contrat, des onglets adhésifs marquant chaque ligne de signature. C'est elle pour mai. Problème? Nous l'avons informé que vous êtes de nature privée et préférez une interaction sociale minimale. Le contrat inclut des clauses sur le respect de l'espace personnel et des limites. Richard lui tendit un stylo. Elle semblait très compréhensive à ce sujet. La main de Kennedy plana au-dessus de la première ligne de signature. Et si elle ne peut pas le supporter? L'anxiété, les attaques de panique, la façon dont je suis? Alors le contrat prévoit des dispositions pour une résiliation anticipée avec une compensation financière ajustée en conséquence. La voix de Richard se fit plus douce. Mais monsieur Brox, si je peux parler librement. Kennedy hocha la tête, fixant toujours le contrat. En 30 ans de service auprès de votre famille, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi soigneusement choisi que mademoiselle Timey. Le profil psychologique, les vérifications d'antécédents, les entretiens personnels. Tout suggère qu'elle est exactement le genre de personne qui pourrait être bonne pour vous, contrat ou non. Le stylo semblait lourd dans la main de Kennedy alors qu'il signait son nom sur la première ligne. Chaque signature suivante vint plus facilement, comme une chute le long d'un chemin prédéterminé. Quand il eut fini, il recula, se sentant étrangement étourdi. « Félicitations, monsieur Brox, dit Richard en rassemblant les papiers. Vous êtes officiellement fiancé. » Kennedy retourna à sa fenêtre, regardant les derniers rayons de soleil disparaître derrière les tours de la ville. Dans 48 heures, il rencontrerait sa mariée pour la première fois au palais de justice, une femme qui partagerait son nom, sa maison et sa vie publique, tout en restant une étrangère. « Envoyez le premier paiement sur son compte, ordonna-t-il calmement.
Et assurez-vous que son frère soit admis à l'unité cardiaque du presbyterian dès demain matin. Je veux qu'il reçoive les meilleurs soins avant la cérémonie. Déjà arrangé, monsieur. Richard s'arrêta à la porte. Voulez-vous revoir sa photo? Kennedy secoua la tête. Il avait mémorisé sa photo du dossier, une peau brune chaleureuse, des yeux doux et un sourire qui semblait détenir des secrets. Mais les photos ne pouvaient pas lui dire comment elle gérerait ces morceaux brisés. Regretterait-elle de s'être liée à un homme qui pouvait à peine maintenir un contact visuel? Alors que Richard partait, Kennedy pressa son front contre la vitre fraîche de sa fenêtre. Loin en bas, des millions de personnes vivaient leur vie, tombaient amoureuses et se désaimaient, faisaient des choix qui façonneraient leur avenir. Il se demanda ce que Cally Taimé faisait en ce moment. Avait-elle des doutes? Se préparait-elle à épouser un inconnu? Le détestait-elle de l'avoir poussé à recourir à cela? Son téléphone vibra avec un message de son assistant, lui rappelant la réunion du conseil de demain. Kennedy ajusta sa cravate, repoussa ses pensées personnelles et retourna à son bureau. Il avait 48 heures avant que sa vie ne change à jamais. D'ici là, il ferait ce qu'il faisait le mieux, travailler jusqu'à ce que l'épuisement émousse l'anxiété qui lui tordait l'estomac. Le contrat reposait dans la mallette de Richard, l'encre séchant encore sur les signatures qui allaient lier deux étrangers ensemble. Ni Kennedy ni Cally ne pouvaient savoir que cet arrangement commercial débloquerait des émotions qu'ils avaient tous deux soigneusement gardées, ou que leur façade méticuleusement construite s'effondrerait face à un amour inattendu. La nuit s'installa sur Manhattan, et dans deux parties séparées de la ville, deux personnes restaient éveillées, s'interrogeant sur l'étranger qu'elles appelleraient bientôt « époux ». Leur chemin était sur le point de converger d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait imaginer, tout cela à cause d'un contrat qui s'avérerait valoir bien plus que le papier sur lequel il était imprimé. Chapitre 2, Premier regard. Le matin de son mariage se leva gris et brumeux, approprié pour ce que Cally Taimé considérait plus comme une transaction commerciale que comme une célébration de l'amour. Elle se tenait dans les toilettes du palais de justice, fixant son reflet sous l'éclairage fluorescent qui ne flattait personne. Ses boucles sombres, habituellement sauvages et libres, avaient été soigneusement épinglées en un chignon sophistiqué qui semblait étranger à son toucher. La simple robe blanche qu'elle avait choisie tombait élégamment sur sa silhouette athlétique, un design modeste en ligne à qui avait coûté moins cher que ce qu'elle avait dépensé en manuel scolaire à l'université. Elle était belle dans sa simplicité, bien que très éloignée de la robe de mariée dont elle avait rêvé étant petite fille. Mais là encore, rien dans cette journée ne correspondait à ses rêves d'enfance. « Tu peux le faire », chuchota-t-elle à son reflet, ajustant les petites boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à sa mère. C'était son « quelque chose de vieux, quelque chose d'emprunté, et, quelque chose de vrai », dans une journée qui semblait de plus en plus surréelle. La porte des toilettes s'ouvrit, et le cœur de Cally fit un bond avant qu'elle ne reconnaisse le visage familier de sa meilleure amie, Zara Mitchell. « L'avocat de ton futur mari vient d'arriver », annonça Zara, ses yeux sombres remplis d'inquiétude. « Tu es sûr de ça, Cally ? Il n'est pas trop tard pour faire marche arrière. » Les mains de Cally tremblaient légèrement alors qu'elle lissait sa robe pour la 100e fois. L'opération de Devon est prévue pour la semaine prochaine, Z. Les médecins disent que cette procédure pourrait tout changer pour lui. Elle se tourna pour faire face à son ami, le menton levé avec détermination. J'épouserais le diable en personne si cela signifiait sauver mon frère. Zara s'avança, ajustant une des boucles de Cally avec des doigts doux. Kennedy Brooks n'est pas le diable. C'est juste un milliardaire avec plus d'argent que de compétences sociales, d'après tout ce que j'ai pu trouver en ligne. Elle fit une pause, étudiant le visage de son ami. Mais le mariage reste le mariage, même avec un contrat. Es-tu prête à vivre avec un étranger? La question hantait Cally depuis des semaines, depuis que Richard Kensington l'avait approchée avec la proposition. Elle avait fait des recherches approfondies sur Kennedy Brooks, bien sûr, ou essayé de le faire. Pour un homme valant des milliards, il maintenait un profil étonnamment bas, pas de scandale, pas de réputation de playboy, à peine quelques photos de paparazzi, juste succès commercial après succès commercial et la mention occasionnelle de sa réclusion notoire. Le contrat est clair, répondit Cally en saisissant son petit bouquet de roses blanches. Chambre séparée, interaction minimale requise. Je dois juste assister à quelques fonctions d'affaires et maintenir l'apparence d'un mariage heureux. En retour, Devon obtient le traitement dont il a besoin. Et tu reçois 5 millions de dollars, ajouta Zara en haussant un sourcil. Qui iront principalement aux soins continus et aux factures médicales de Devon. Cally vérifia son maquillage minimal une dernière fois.
Elle avait opté pour un look naturel, un peu de mascara, une touche de fard à joues et un brillant à lèvres rose. Je ne fais pas ça pour l'argent, Z. Je le fais pour mon frère. Un coup discret à la porte les interrompit. Mademoiselle Taimet? Appela la voix distinguée de Richard Kensington. Nous sommes prêts à commencer quand vous l'êtes. Callie prit une profonde inspiration, carrant ses épaules. C'était le moment. Zara la serra fort dans ses bras. Souviens-toi, je suis juste là si tu as besoin de moi. Contrat ou pas contrat, c'est toujours le jour de ton mariage. Elles sortirent des toilettes pour rejoindre le couloir en marbre du palais de justice. Richard Kensington attendait, debout. Ses cheveux argentés et ses lunettes à monture métallique étaient exactement comme Callie se souvenait de leur réunion. Il lui offrit un sourire doux qui plissa le coin de ses yeux. « Vous êtes ravissante, ma chère, dit-il gentiment. Êtes-vous prête à rencontrer votre époux ?» Callie hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Alors qu'il marchait vers la salle d'audience, son esprit vagabonda vers la photographie qu'elle avait vue de Kennedy Brooks, la seule qu'on lui avait montrée. Il se tenait à une fonction d'affaires, son costume parfaitement taillé soulignant sa haute stature, ses cheveux noirs soigneusement coiffés. Mais c'étaient ses yeux qui avaient retenu son attention. Il y avait quelque chose de vulnérable en eux, quelque chose qui parlait de profondeur au-delà de la façade de milliardaire. Les lourdes portes en bois de la salle d'audience se dressaient devant eux. Richard tapota doucement sa main. « Souvenez-vous juste, mademoiselle Taimet. Monsieur Brooks peut être réservé. Ne le prenez pas personnellement s'il semble distant. Ce n'est pas vous, c'est juste sa manière d'être. » Avec ces mots peu rassurants, les portes s'ouvrirent. La salle d'audience était presque vide, à l'exception d'un petit groupe près de l'avant. Zara pressa sa main avant de s'éloigner pour s'asseoir sur l'un des bancs en bois. Les pas de Callie résonnèrent dans la pièce au plafond haut alors qu'elle avançait. Et puis elle le vit. Kennedy Brooks se tenait dos à elle, ses larges épaules tendues sous son costume noir d'expert. Alors qu'elle approchait, il se tourna lentement et le souffle de Callie se bloqua dans sa gorge. La photographie ne lui avait pas rendu justice. Il était dévasté d'une beauté ravageuse en personne, grand et athlétique, avec des traits forts qui appartenaient à une couverture de magazine. Ses cheveux noirs étaient coiffés à la perfection, pas une mèche de travers. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, d'un brun profond et rempli d'une intensité qui fit sauter un battement à son cœur. Ses yeux rencontrèrent les siens pendant une fraction de seconde avant de se détourner, et elle vit quelque chose passer sur son visage. De la surprise, peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Monsieur Brooks, dit doucement Richard, puis-je vous présenter mademoiselle Callie Taimet ?» La pomme d'Adam de Kennedy bougea alors qu'il déglutissait difficilement. Sa main se tendit vers elle mécaniquement, comme s'il suivait un script répété. « Mademoiselle Taimet, dit-il, sa voix plus grave et plus douce qu'elle ne l'avait imaginé. Merci d'être venue. » Callie plaça sa main dans la sienne et une décharge inattendue d'électricité la traversa au contact. Sa peau était chaude, sa prise douce mais sûre. « Monsieur Brooks, répondit-elle, fière de la stabilité de sa voix. Merci d'aider mon frère. » Ses yeux clignotèrent vers les siens à nouveau, soutenant son regard un moment plus long cette fois. Quelque chose passa entre eux dans cette brève connexion, une reconnaissance peut-être de l'étrangeté de leur situation. Puis il détourna le regard de nouveau, sa main libre ajustant sa cravate dans ce qu'elle finirait par reconnaître comme un geste nerveux. Le juge s'éclaircit la gorge et ils prirent leur position devant le banc. Alors que la cérémonie commençait, Callie se trouva hyper consciente de la présence de Kennedy à ses côtés. Il rayonnait de tension, sa respiration soigneusement contrôlée. Quand leurs mains se joignirent pour l'échange des anneaux, elle sentit le moindre tremblement dans ses doigts. Les simples alliances en or étaient purement pour la forme, une exigence du contrat pour l'authenticité. Mais alors que Kennedy glissait l'anneau à son doigt, son toucher était étonnamment doux, presque révérencieux. La peau de Callie picota là où ses doigts frôlèrent les siens. « Par le pouvoir qui m'est conféré, entonna le juge, je vous déclare maintenant mari et femme. » Il y eut un moment de silence gêné avant que Richard ne suggère doucement. « Le baiser, monsieur. » Les yeux de Kennedy s'élargirent légèrement, et Callie réalisa que cette partie n'avait pas été explicitement couverte lors de leur réunion. Elle vit la panique traverser son visage, suivie de détermination. Il se tourna vers elle lentement. Ses mouvements étaient raides et incertains. Callie lui facilita la décision, se levant légèrement sur la pointe des pieds pour déposer un baiser doux et chaste sur sa joue. Sa peau était chaude sous ses lèvres,
et elle saisit une note de son eau de Cologne. Quelque chose de coûteux et subtil qui lui fit légèrement tourner la tête. Alors qu'elle se reculait, leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, et cette fois la connexion tint bon. Il y avait de la surprise dans son regard, et quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Pendant un instant, juste un instant, l'arrangement commercial disparut, et ils étaient simplement un homme et une femme, nouvellement mariés, se tenant au bord de l'inconnu. Le charme fut rompu lorsque Richard s'avança avec des papiers nécessitant des signatures. Kennedy s'éloigna rapidement, son calme revenant alors qu'il se concentrait sur le territoire familier des documents et des légalités. Mais Callie remarqua que sa main tremblait légèrement en signant son nom. « Félicitations, monsieur et madame Brox », annonça Richard en rassemblant les papiers. « La voiture attend pour vous emmener à l'aéroport. La presse a été informée que vous passerez votre lune de miel dans les... » Ce n'était pas un vrai mariage, et Kennedy Brox n'était pas vraiment son mari, pas d'une manière qui comptait. C'était un arrangement commercial, rien de plus. L'anneau à son doigt n'était qu'un accessoire. Le baiser sur sa joue juste pour le spectacle. Alors qu'ils sortaient du palais de justice, Kennedy maintint une distance prudente entre eux. Mais lorsque les photographes apparurent sur les marches, il la surprit en plaçant doucement sa main au bas de son dos. Le contact était léger, à peine là, mais il envoya des frissons le long de sa colonne vertébrale. « Souriez », chuchota-t-il, ses lèvres bougeant à peine. Juste pour un moment. Callie tourna son visage vers lui, convoquant son meilleur sourire. À sa grande surprise, Kennedy la regarda avec une expression qui pouvait presque passer pour de l'adoration. Si elle n'avait pas su mieux, si elle n'avait pas signé le contrat elle-même, elle aurait pu croire que c'était réel. Les appareils photo crépitèrent, capturant ce qui ressemblait à un moment parfait entre jeunes mariés. Aucun des photographes ne pouvait voir comment la main de Kennedy tremblait contre son dos, ou comment le cœur de Callie s'emballait à sa proximité. Aucun d'eux ne savait que ce mariage était bâti sur du papier et de la nécessité, plutôt que sur de l'amour. Alors qu'ils glissaient dans la voiture de ville qui les attendait, Callie saisit un dernier aperçu du visage inquiet de Zara dans la foule. Son amie Mima, « Appelle-moi », avant que les vitres teintées ne coupent le monde extérieur, laissant Callie seule avec son nouveau mari. Le silence dans la voiture était assourdissant. Kennedy s'assit aussi loin d'elle que le siège arrière le permettait, ses yeux fixés fermement sur les rues défilantes de la ville. Callie l'étudiait subrepticement, notant la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts ajustaient continuellement ses boutons de manchette. « Merci », dit-elle doucement, brisant le silence. « Pour tout ce que vous faites pour Devon. » Les yeux de Kennedy clignotèrent vers son visage avant de retourner à la fenêtre. « Cela fait partie du contrat », répondit-il, sa voix soigneusement neutre. Mais quelque chose dans son ton suggérait qu'il y avait plus qu'il ne disait pas. Callie se tourna vers sa propre fenêtre, regardant les rues de Manhattan défiler. Elle était mariée maintenant, techniquement. Elle portait une bague et le nom de l'un des célibataires les plus éligibles de la ville, mais alors que la voiture les emmenait vers leur vie séparée sous un même toit, elle ne pouvait pas chasser le souvenir de l'apparence de ses yeux lorsqu'ils avaient croisé les siens, ou la façon douce dont ses mains tremblantes avaient tenu les siennes pendant leurs vœux. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'était que Kennedy menait sa propre bataille à ses côtés, luttant contre l'impact inattendu de sa présence, la douceur de son baiser sur sa joue, la façon dont sa gratitude sincère pour son aide avec Devon avait touché quelque chose de profond en lui. Il luttait, surtout, contre l'étrange sentiment que cet arrangement commercial pourrait devenir bien plus compliqué que ce qu'ils avaient anticipé tous les deux. Chapitre 3, découverte inattendue. Le penthouse des Brox occupait les 2 derniers étages de l'un des immeubles les plus exclusifs de Manhattan, ses baies vitrées offrant des vues spectaculaires sur Central Park. Pour Callie, qui avait passé l'année dernière dans un appartement exigu du Queens, c'était comme entrer dans un tout autre monde. « Votre suite est dans l'allée », expliqua Kennedy, maintenant une distance prudente alors qu'il faisait le tour des lieux. Sa voix était douce mais claire, professionnelle. « Vous avez votre propre espace de vie, salle de bain et bureau. Le service de nettoyage vient 3 fois par semaine et vous pouvez demander tout ce dont vous avez besoin à Madame Hudson, la gouvernante. » Callie hocha la tête, essayant de tout assimiler. L'espace était immaculé, décoré dans des tons de gris et de bleu, moderne mais chaleureux. Tout respirait le luxe tranquille, le genre de richesse qui n'avait pas besoin de s'annoncer. La cuisine principale est ici, continua Kennedy en la menant dans un espace qui ressemblait plus à une cuisine de restaurant qu'à celle d'une maison, bien qu'il y ait une cuisine plus petite attachée à votre suite si vous préférez l'intimité. Vous cuisinez ? La question lui échappa avant qu'elle ne puisse s'arrêter.
C'était leur première vraie conversation depuis la cérémonie, et elle le vit se tendre légèrement à la nature personnelle de la demande. Non, répondit-il après un moment. Je travaille généralement tard, Madame Hudson laisse des repas où je commande. Il fit une pause, ajustant sa cravate. Mais vous êtes la bienvenue pour utiliser n'importe quelle partie de la cuisine, bien sûr. C'est votre maison maintenant aussi. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, soulignant l'étrangeté de leur situation. Ce n'était pas vraiment sa maison, c'était juste une autre partie de leur comédie élaborée. Voulez-vous de l'eau ? Demanda soudainement Kennedy, se dirigeant vers une armoire de verres élégants. Le vol depuis le palais de justice a été long. Il ne l'avait pas été vraiment. Juste 1 heure dans son jet privé pour maintenir les apparences avant de retourner en ville. Mais Callie reconnut la tentative de politesse pour ce qu'elle était. Oui, merci. Elle le regarda sélectionner 2 verres en cristal, ses mouvements précis et contrôlés. Tout chez lui semblait soigneusement mesuré, de ses mots à ses gestes, jusqu'à la distance prudente qu'il maintenait entre eux. Soudain, le verre glissa de sa prise, se brisant sur le comptoir en marbre. Callie tendit instinctivement la main pour aider, ne voyant le bord tranchant que trop tard. La douleur traversa sa paume alors que le cristal mordait dans sa peau. Vous êtes blessé. La voix de Kennedy changea complètement, la façade professionnelle se fissurant. Il fut à ses côtés en un instant, toute pensée de maintenir une distance oubliée. Ses mains étaient douces alors qu'elle berçait les siennes, examinant la coupure. Ce n'est rien. Callie essaya de se retirer, mais sa prise, bien que tendre, était ferme. Il y a une trousse de premier secours dans mon bureau, dit-il, la guidant déjà à travers le pantouse. Son autre main reposait légèrement sur le bas de son dos, la guidant. Le contact envoya des frissons inattendus le long de sa colonne vertébrale. Le bureau de Kennedy était plus sombre que le reste du pantouse, les fenêtres teintées pour réduire l'éblouissement. Il sentait le cuir et l'eau de colonne coûteuse, et quelque chose d'uniquement lui qui fit légèrement tourner la tête de Callie, ou peut-être était-ce la perte de sang de sa coupure. « Asseyez-vous » ordonna-t-il doucement, indiquant un fauteuil en cuir. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il récupérait une trousse de premier secours complète dans le tiroir de son bureau. Quand il s'agenouilla devant sa chaise, le souffle de Callie se bloqua dans sa gorge. De près, elle pouvait voir les éclats d'or dans ses yeux bruns, l'ombre légère d'une barbe naissante le long de sa mâchoire. Son eau de colonne était plus forte ici, mélangée à quelque chose de chaud et masculin qui accéléra son pouls. Ça risque de piquer, prévint-il, nettoyant soigneusement la coupure avec une lingette antiseptique. Son toucher était incroyablement doux, en contradiction avec sa carrure puissante et son personnage d'homme d'affaires. Quand elle tressaillit légèrement à la douleur, son autre main serra la sienne de manière rassurante. Un silence intime s'étendit entre eux alors qu'il travaillait, nettoyant et bandant sa main avec une précision minutieuse. Ses doigts frôlèrent sa paume, et Callie ne put réprimer une forte inspiration à ce contact. Kennedy se figea, ses yeux se levant pour rencontrer les siens. Quelque chose changea dans son regard alors qu'il enregistrait sa réaction à son toucher. Son pouce bougea expérimentalement à travers sa paume à nouveau, et cette fois, elle ne put cacher la façon dont son corps répondait à ce contact innocent. « Vous n'avez jamais été avec quelqu'un avant » chuchota-t-il. La réalisation aube dans ses yeux. Ce n'était pas une question. Callie sentit la chaleur inonder ses joues. Elle n'avait pas voulu qu'il le sache. Ce n'était pas pertinent pour leur arrangement, mais son corps l'avait trahi, répondant à son toucher doux d'une manière qu'elle ne pouvait contrôler. Le contrat ne précisait pas comment s'ATL défensivement, mais Kennedy la coupa d'un hochement de tête. Non, il ne le précisait pas. Sa voix était différente maintenant, plus grave, remplie de quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Ses mains tenaient toujours les siennes, bien que le pansement soit terminé. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit » Callie leva légèrement le menton. Ce n'était pas pertinent pour notre arrangement. Le contrat exigeait l'absence de scandale ou de complications relationnelles. Mon inexpérience me qualifiait. Kennedy se leva brusquement, passant une main dans ses cheveux parfaitement coiffés dans un geste qui semblait inconscient. Le mouvement perturba son polissage habituel, le rendant soudainement plus humain, plus accessible. Pas pertinent ? Il fit les 100 pas derrière son bureau, son calme visiblement ébranlé. Vous acceptez d'épouser un étranger pour vivre chez lui, de prétendre être sa femme, et vous n'avez pas pensé que c'était pertinent ? Est-ce que cela aurait changé votre décision ? Demanda Callie calmement. Auriez-vous choisi quelqu'un d'autre si vous aviez su ?
Il arrêta de faire les 100 pas, appuyant ses mains sur le bureau. Oui, dit-il finalement. Non. Je ne sais pas. Il leva les yeux vers elle, et la vulnérabilité dans son regard fit sauter son cœur. Cela complique les choses. Cela n'a pas à le faire, Callie se leva, berçant sa main bandée contre sa poitrine. Le contrat précise des chambres séparées, une interaction minimale. Ma vie personnelle, ou son absence, n'affecte pas notre arrangement. Votre première fois ne devrait pas être, il fit un geste vague entre eux, ceci. Une transaction commerciale. Un contrat. Ma première fois ne fait pas du tout partie du contrat, répliqua Callie fermement, bien que sa voix tremblât légèrement. Le mariage n'est que de nom, rappelez-vous. Kennedy contourna le bureau lentement, ses yeux ne quittant jamais son visage. Quand il l'atteignit, il souleva doucement sa main bandée, examinant son travail. Est-ce que ça fait mal? Le double sens de sa question ne lui échappa pas. Non, chuchota-t-elle. Votre toucher est très doux. Quelque chose brilla dans ses yeux à ces mots, et pendant un instant, Callie pensa qu'il pourrait la tirer plus près. Au lieu de cela, il relâcha sa main avec précaution et recula, reconstruisant la distance professionnelle entre eux. Vous devriez vous reposer, dit-il, sa voix revenant à son ton contrôlé d'auparavant. La journée a été longue. Madame Hudson apportera le dîner dans votre suite. Callie hocha la tête, reconnaissant le renvoi. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle attrapa son reflet dans la fenêtre, la façon dont ses yeux suivaient son mouvement, la tension dans ses épaules, la manière dont ses mains agrippaient le bord de son bureau jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Dans sa suite, elle trouva ses affaires déjà déballées et rangées. L'espace était magnifique, décoré de crème douce et de bleu qui correspondaient étrangement à son esthétique, un autre signe de la préparation minutieuse de Richard Kensington, supposa-t-elle. S'enfonçant dans le lit moelleux, Callie examina sa main bandée. Les soins attentifs de Kennedy avaient transformé ce qui aurait pu être une vilaine coupure en un peu plus qu'un inconvénient. Mais son toucher avait transformé autre chose. La distance prudente entre eux, la façade professionnelle qu'ils maintenaient tous les deux. Dans la suite principale à travers le Penthouse, Kennedy Brooks se tenait à sa fenêtre, fixant sans voir la ville en contrebas. Ses mains picotaient encore de la sensation de sa peau douce, son esprit rejouant ses réponses inconscientes à son toucher. Le contrat avait prévu chaque possibilité sauf celle-ci, la montée inattendue de son instinct protecteur, la façon dont ses murs soigneusement construits s'étaient effondrés au moment où il avait vu son sang. Aucun d'eux ne dormit beaucoup cette nuit-là. Trop conscient de la présence de l'autre dans le vaste Penthouse, trop conscient de la façon dont leur arrangement soigneusement planifié était soudainement devenu beaucoup plus compliqué. Le contrat ne les avait pas préparés à cela. L'alchimie inattendue, les vulnérabilités cachées, la façon dont une simple coupure pouvait trancher à travers leur façade professionnelle et exposer les cœurs battants en dessous. Dans l'obscurité de sa nouvelle chambre, Callie porta sa main bandée à ses lèvres, se souvenant de la douceur de son toucher, de l'intensité dans ses yeux quand il avait réalisé son secret. À travers le Penthouse, Kennedy était assis dans son bureau, la trousse de premier secours toujours ouverte sur son bureau, se souvenant de la douce reprise de son souffle, de la confiance dans ses yeux alors qu'il soignait sa blessure. Le contrat les avait réunis, mais c'était ce moment inattendu, cette révélation, qui commencerait à abattre les murs entre eux, transformant leur arrangement commercial en quelque chose qu'aucun d'eux n'avait anticipé ou préparé. Chapitre 4, les murs s'effondrent. 3 semaines après leur mariage arrangé, Callie commença à remarquer les motifs subtils dans le comportement de Kennedy. La façon dont il évitait la cuisine avant 8 heures du matin, préférant prendre son café dans son bureau. Comment il desserrait toujours sa cravate exactement 3 minutes après avoir franchi la porte du Penthouse. Les pas silencieux qui passaient devant sa porte tard dans la nuit quand il ne pouvait pas dormir. Elle avait aussi appris à lire ses niveaux d'anxiété à travers de petits signes, la fréquence de ses ajustements de boutons de manchette, la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux parcouraient une pièce à la recherche de sortie. Ce n'était pas quelque chose couvert dans le contrat, cette conscience grandissante de lui, mais elle ne pouvait s'empêcher de cataloguer ses détails. Ce soir, elle était assise dans son bureau privé, tentant de se concentrer sur son travail d'édition indépendant, mais son attention dérivait constamment vers le bruit des pas de Kennedy faisant les 100 pas dans son bureau à l'autre bout du Penthouse. Le rythme de ses pas était erratique, un signe certain que quelque chose le tracassait. L'interphone bourdonna, la faisant sursauter. « Madame Brooks ?» La voix de Madame Hudson était apologétique. « Je pars pour la soirée, mais je voulais vous rappeler le gala de charité de demain soir.
Votre robe a été repassée et est suspendue dans votre placard. Le gala. Leur première apparition publique majeure depuis le mariage. L'estomac de Callie se tordit de nervosité. Merci, Madame Hudson. Passez une bonne soirée. Les pas dans le bureau de Kennedy s'étaient arrêtés. Callie pouvait presque sentir sa tension irradier à travers les murs. Avant de pouvoir trop y réfléchir, elle se leva et se dirigea vers la cuisine. Le thé préféré de Kennedy, un mélange coûteux d'Earl Grey, était facile à trouver. Elle avait regardé Madame Hudson le préparer assez de fois pour savoir exactement comment il le prenait, infusé pendant précisément 4 minutes, un sucre, pas de lait. Le rituel familier de chauffer l'eau et de mesurer les feuilles aida à calmer ses propres nerfs. Elle hésita devant la porte de son bureau, plateau de thé en main. Ce n'était pas une partie de leur arrangement. Ils s'étaient installés dans une routine confortable de distance polie, échangeant des plaisanteries lorsque nécessaire, mais maintenant leur vie séparée. Pourtant, quelque chose la poussa à frapper doucement. Entrez. Sa voix était tendue. Kennedy se tenait à sa fenêtre, son apparence habituellement impeccable légèrement échevelée. Sa cravate était desserrée, ses cheveux montraient des signes d'avoir passé ses mains dedans à plusieurs reprises. Il se tourna alors qu'elle entrait, la surprise vacillant sur ses traits. « J'ai pensé que vous aimeriez un peu de thé, » dit Callie doucement, posant le plateau sur son bureau. « Vous sembliez agité. » Il fixa le service à thé pendant un long moment. « Vous savez comment je le prends » observa-t-il, sa voix douce d'émerveillement. « Je fais attention » répondit-elle simplement. Kennedy se dirigea vers son bureau, prenant la tasse de main légèrement tremblante. La première gorgée sembla le détendre marginalement. « Merci » dit-il, lui faisant signe de s'asseoir si elle le souhaitait. À leur grande surprise à tous les deux, elle le fit. « C'est le gala » demanda-t-elle gentiment, le regardant s'installer dans son fauteuil. Il hocha la tête, ses doigts tapotant un rythme anxieux sur son bureau. Les grandes foules. Elles sont difficiles pour moi. Le conseil s'attend à ce que je fasse un discours. Sa voix baissa. Je ne l'ai dit à personne, mais j'ai des crises de panique rien que d'y penser. L'aveu sembla le surprendre autant qu'elle. Kennedy Brooks, le PDG milliardaire, n'était pas censé montrer de faiblesse, surtout pas à sa femme contractuelle. « Qu'est-ce qui aide » demanda Callie, gardant sa voix neutre, sans jugement. « Quand vous êtes anxieux. » Les yeux de Kennedy rencontrèrent les siens, soutenant son regard plus longtemps que d'habitude. « Le calme » dit-il finalement. « De l'espace pour respirer, pas d'attente. » Il fit une pause. « Votre thé a aidé. » Un silence confortable s'installa entre eux. Callie remarqua que ses doigts avaient cessé leur tapotement anxieux. « Je pourrais rester près de vous » proposa-t-elle soudainement. « Pendant le gala. Pas à vous tourner autour, juste à proximité. Si vous avez besoin d'espace pour respirer, nous pourrions avoir un signal, quelque chose de subtil. » Le contrat n'exige pas ce niveau de soutien, dit Kennedy, mais son ton était interrogateur plutôt que dédaigneux. Le contrat n'interdit pas la véritable gentillesse non plus. Callie sourit doucement. De plus, un PDG aurait fait un mariage plus convaincant, n'est-ce pas? Quelque chose changea dans l'expression de Kennedy, un adoucissement autour de ses yeux, une légère relaxation de sa mâchoire. Quel genre de signal? Quelque chose de naturel, comme ajuster vos boutons de manchette. Vous le faites quand vous êtes anxieux de toute façon. Si vous avez besoin d'espace, faites-le 2 fois. Je créerai une distraction, j'attirerai l'attention loin de vous pendant quelques minutes. Kennedy prit une autre gorgée de thé, considérant l'idée. Vous êtes très observatrice. Je suis écrivain dans l'âme, Callie haussa les épaules. Nous remarquons les détails. Est-ce sur cela que vous travaillez, dans votre bureau la nuit? La question la surprit. Elle n'avait pas réalisé qu'il avait remarqué ces séances d'écriture nocturne. Parfois. Surtout, j'édite le travail d'autres personnes en ce moment, des emplois en freelance. Mais vous voulez écrire vos propres histoires. Ce n'était pas une question. Callie sentit la chaleur se répandre dans sa poitrine en réalisant qu'elle n'était pas la seule à prêter attention. Un jour, admit-elle, quand la vie sera plus stable. Les yeux de Kennedy voyagèrent vers sa main, où la petite cicatrice de la coupure de verre était encore visible. Est-ce que ça fait encore mal? Non, dit-elle doucement. Vous en avez bien pris soin. Le souvenir de cette nuit pendait entre eux,
La première fissure dans leur mur soigneusement construit. Kennedy s'éclaircit la gorge, ajustant sa cravate. Je voulais vous demander, comment progresse le traitement de Devon? Le visage de Callie s'illumina. Les médecins sont émerveillés par sa réponse à la nouvelle procédure. Ces derniers tests montrent une amélioration significative. Elle fit une pause, l'émotion rendant sa voix épaisse. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour cela. Cela fait partie du contrat, dit Kennedy automatiquement, mais ses yeux étaient chaleureux. Le contrat exigeait de couvrir son traitement, corrigea Callie doucement. Il n'exigeait pas que vous engagiez le meilleur spécialiste cardiaque du pays, ou que votre chauffeur personnel l'emmène au rendez-vous, ou de s'assurer qu'il ait une chambre privée avec vue sur le parc. Kennedy sembla presque embarrassé. Richard a mentionné qu'il aime dessiner. La vue sur le parc. Cela semblait être quelque chose qui pourrait l'inspirer. Cette prévenance fit mal au cœur de Callie. Cet homme, qui luttait tant avec la connexion humaine, s'était donné du mal pour rendre son frère confortable. C'était tellement en contradiction avec son image soigneusement maintenue d'efficacité froide. Voudriez-vous le rencontrer? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Devon demande de vos nouvelles parfois. Il veut vous remercier en personne. Kennedy se tendit légèrement, mais pas autant qu'il l'aurait fait il y a 3 semaines. Je ne suis pas doué pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est juste un gamin de 16 ans qui aime dessiner et jouer aux jeux vidéo, dit Callie doucement. Pas d'attente, pas de pression. Il comprend l'anxiété. Il a passé assez de temps dans les hôpitaux pour savoir ce que ça fait. Quelque chose dans l'expression de Kennedy changea. Peut-être. Peut-être un jour bientôt. Ils restèrent assis dans un silence confortable alors que Kennedy finissait son thé. L'énergie erratique qui l'avait rempli plus tôt s'était installée en quelque chose de plus calme, plus ancré. Il est tard, dit-il finalement, bien qu'il ne fît aucun geste pour la renvoyer. Vous devriez vous reposer. Demain sera un défi. Callie se leva, rassemblant le plateau de thé. À la porte, elle s'arrêta. Kennedy? Il leva les yeux et elle remarqua que ses yeux ne se détournaient pas aussi rapidement qu'avant. Vous allez vous en sortir très bien demain. Souvenez-vous juste de respirer. Et si vous avez besoin d'espace? 2 ajustements de boutons de manchette, finit-il, offrant un petit mais authentique sourire. Merci, Callie, pour le thé et tout le reste. De retour dans sa suite, Callie se trouva incapable de se concentrer sur le travail. Au lieu de cela, elle s'assit à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller en bas. Quelque chose avait changé ce soir. Une barrière invisible s'était abaissée. Kennedy l'avait laissé voir derrière ses murs, ne serait-ce que pour un moment. Et elle avait entrevu l'homme sous la façade de milliardaire. Dans son bureau, Kennedy resta assis à son bureau longtemps après son départ, l'odeur persistante d'Earl Grey dans l'air. Son anxiété à propos du gala n'avait pas disparu. Mais elle s'était transformée en quelque chose de plus gérable. La pensée que Callie soit à proximité, surveillant son signal, comprenant ses besoins sans jugement. Cela rendait la perspective d'affronter la foule moins intimidante. Il se surprit à penser à Devon, essayant d'imaginer rencontrer le garçon dont il avait aidé à sauver la vie. Il y a 3 semaines, l'idée même l'aurait envoyé dans une spirale de panique. Mais quelque chose changeait, lentement mais sûrement. Les murs qu'il avait construits si soigneusement développaient de fines fissures. Et à travers ces fissures, la chaleur commençait à s'infiltrer. Le contrat reposait dans le tiroir de son bureau, ses termes clairs et professionnels. Mais nulle part dans ces pages. Les pages soigneusement rédigées évoquaient le thé partagé dans la nuit, les signaux subtils inventés par pure gentillesse, et les murs qui s'effritaient lentement sous le poids d'une confiance grandissante. À l'approche de minuit, Kennedy et Callie restèrent éveillés dans leurs chambres respectives, repensant à la conversation de la soirée. Aucun des deux n'aurait pu prédire qu'une simple tasse de thé marquerait le début d'une transformation dans leur relation, passant d'un arrangement commercial à quelque chose de bien plus complexe et précieux. Le lendemain matin, Callie trouva un petit paquet devant sa porte, une collection de carnets d'écriture haut de gamme et un ensemble de stylos élégants. La note disait simplement « Pour un jour ». K. Et dans la cuisine, Kennedy découvrit un emploi du temps détaillé des séances de traitement et des heures de visite de Devon, laissées nonchalamment sur le comptoir. Aucune pression, juste une information, disponible s'il se sentait prêt. De petits gestes, de minuscules fissures dans leurs murs respectifs. Mais parfois,
les liens les plus forts commencent par les plus petites brèches dans nos défenses soigneusement érigées. Alors qu'ils se préparaient séparément pour les défis du gala à venir, tous deux ressentirent un changement subtil dans l'atmosphère de leur maison commune. Elle ressemblait moins à une scène pour leur performance contractuelle, et davantage à un espace où une véritable compréhension pouvait fleurir. Le contrat les avait réunis, mais c'étaient ces moments non scénarisés qui comblaient lentement le fossé entre l'arrangement et l'authenticité. Aucun n'était prêt à nommer la chaleur qui grandissait entre eux, mais ils ne pouvaient nier sa présence, aussi stable et réconfortante que l'odeur de leur grès dans la nuit. Chapitre V, premier baiser. Le gala de charité avait été un succès surprenant. Le discours de Kennedy, prononcé avec la présence rassurante de Callie à ses côtés, s'était déroulé sans accroc. Leur système de signaux discrets avait fonctionné à merveille, lui offrant des moments de répit lorsque la foule devenait oppressante. La presse s'était délectée de leur apparente dévotion l'un envers l'autre, et même les membres du conseil d'administration avaient commenté à quel point le mariage semblait avoir un effet positif sur leur PDG habituellement solitaire. Une semaine plus tard, Callie se tenait dans la cuisine du Penthouse, fredonnant doucement tout en préparant le dîner. Après le gala, quelque chose avait changé dans leur dynamique. Kennedy avait commencé à prendre occasionnellement ses repas avec elle au lieu de rester dans son bureau. Leur conversation, bien que toujours prudente, était devenue plus naturelle. Elle l'avait même surpris à sourire, vraiment sourire, lorsqu'elle avait fait un jeu de mots particulièrement mauvais au petit déjeuner. Ce soir, elle tentait de préparer son plat de pâtes préféré, une recette qu'elle avait soutirée à Madame Hudson. La gouvernante avait été ravie de l'intérêt de Callie pour les préférences de Kennedy, partageant de petits détails qui l'aidaient à mieux comprendre son mari contractuel. Comme le fait qu'il lisait toujours de la poésie tard le soir quand il ne pouvait pas dormir, ou qu'il ne manquait jamais d'envoyer des fleurs sur la tombe de sa grand-mère pour son anniversaire. Le tonnerre gronda dehors alors qu'elle remuait la sauce, la goûtant soigneusement. Un orage se préparait depuis le début de la journée, des nuages sombres s'amoncelant au-dessus de Manhattan comme un géant menaçant. Le temps correspondait à l'énergie agitée dans l'air, quelque chose qui s'était construit entre eux depuis le gala, une tension inexprimée qu'aucun des deux n'était prêt à reconnaître. L'ascenseur tinta, annonçant le retour de Kennedy du bureau. Callie entendit ses pas familiers, suivis du rituel desserrage de cravate, mais au lieu de se diriger vers son bureau, il apparut dans l'encadrement de la porte de la cuisine. « Tu cuisines » observa-t-il, sa voix portant une note de surprise et autre chose, peut-être du plaisir. « Je pensais que nous pourrions dîner ensemble, » dit Callie, essayant de garder un ton décontracté. « À moins que tu n'aies du travail. »« Non, je. » Kennedy s'avança plus loin dans la cuisine, attiré par la sauce aromatique. « Est-ce que c'est ton plat préféré ?» Madame Hudson a peut-être mentionné quelque chose. Callie sourit en remuant les pattes. « J'espère que je lui fais honneur. » Kennedy s'approcha, regardant dans la casserole. Il était toujours en costume, ses cheveux légèrement humides à cause de la pluie. Debout si près, Callie pouvait sentir son eau de Cologne mêlée à l'odeur fraîche de la pluie. C'était enivrant. « Ça sent parfait, » dit-il doucement, et elle n'était pas sûre qu'il parlait encore de la nourriture. Un éclair illumina la cuisine, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Les lumières vacillèrent une fois, deux fois, puis les plongèrent dans l'obscurité. « Ne bouge pas. » La voix de Kennedy venait de juste à côté d'elle. « Il y a des bougies dans le tiroir à ta gauche. » Callie tendit la main avec précaution, sa main frôlant la sienne dans l'obscurité. Le contact envoya une décharge électrique à travers elle qui n'avait rien à voir avec l'orage. Elle entendit sa brusque inspiration, sentit qu'il se rapprochait légèrement au lieu de s'éloigner. Un autre éclair révéla son visage à quelques centimètres du sien, ses yeux intenses dans la brève illumination. Dans l'obscurité qui suivit, elle était hyper consciente de sa présence, de la chaleur irradiante de son corps, du son de sa respiration légèrement irrégulière. Le tiroir, lui rappela-t-il, la voix rauque. Callie se força à se concentrer, trouvant le tiroir et les bougies à l'intérieur. La lampe torche du téléphone de Kennedy s'alluma, fournissant assez de lumière pour qu'elle trouve des allumettes. Ensemble, ils allumèrent plusieurs bougies, les plaçant autour de la cuisine. La lueur chaude créait une atmosphère intime, projetant des ombres douces sur les murs. « Les pâtes sont probablement fichues, » soupira Callie, regardant la cuisinière électrique désormais silencieuse. « On peut les sauver. » Kennedy se dirigea vers les placards, récupérant un réchaud à gaz portable qu'il gardait pour les urgences. Son efficacité en temps de crise était étrangement séduisante. Ils travaillèrent ensemble à la lueur des bougies,
sauvant ce qu'il pouvait du repas. La distance habituelle et prudente de Kennedy s'était évaporée dans l'urgence. Ses mouvements se synchronisaient avec les siens alors qu'il naviguait dans la cuisine. Chaque contact accidentel, chaque frôlement de bras ou de doigts envoyait des étincelles à travers eux deux. « Voilà », dit enfin Callie en posant 2 assiettes sur l'îlot de cuisine. « Ce n'est pas parfait, mais... » « C'est mieux », l'interrompit doucement Kennedy. Devant son regard interrogateur, il précisa « mieux que de manger seul dans mon bureau. Mieux que de prétendre que ce n'est qu'un contrat. » Les mots restèrent suspendus dans l'air éclairé à la bougie entre eux, le cœur de Callie battait plus fort que l'orage dehors. Kennedy. « Je crois que je tombe amoureux de toi, avoua-t-il, sa voix n'étant qu'un murmure. Dans la lumière vacillante, elle pouvait voir la vulnérabilité dans ses yeux, la peur du rejet, luttant avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui grandissait depuis cette première nuit où il avait bandé sa main. Callie s'approcha, attiré par l'honnêteté brute dans sa voix. Le contrat. Oublie le contrat. La main de Kennedy se leva pour caresser sa joue, son toucher léger comme une plume, lui laissant toute chance de se retirer. Dis-moi que tu ne ressens pas ça aussi. Au lieu de répondre, Callie leva son visage vers le sien. Leur premier vrai baiser fut doux, timide, une question posée dans le langage du toucher. Les lèvres de Kennedy étaient chaudes contre les siennes, douces mais insistantes. Son autre main trouva sa taille, l'attirant plus près alors que le baiser s'approfondissait. Le temps sembla s'arrêter dans cette cuisine aux bougies, l'orage faisait rage dehors, mais dans leur petite bulle de chaleur et de lumière, rien n'existait sauf le sentiment de finalement, enfin, céder à ce qui s'était construit entre eux. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux à bout de souffle, Kennedy posa son front contre le sien. « J'ai voulu faire ça depuis le jour où tu m'as apporté du thé, confessa-t-il. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? La peur, admit-il. La peur de compliquer les choses, de ruiner l'arrangement, de ne pas être suffisant. Son pouce traça sa pommette. La peur de voir à quel point je veux que ce soit réel. C'est réel, chuchota Callie, ses mains glissant sur son torse pour se poser sur son cœur battant la chamade. Le contrat nous a peut-être réunis, mais ce qui grandit entre nous, c'est réel. Le baiser de Kennedy fut cette fois plus profond, plus confiant. Ses bras l'enveloppèrent complètement, la serrant contre lui comme s'il pouvait effacer chaque centimètre d'espace soigneusement maintenu qui les avait séparés ces dernières semaines. Callie fondit contre lui, ses doigts s'emmêlant dans ses cheveux, détruisant sa coiffure parfaite. Un coup de tonnerre particulièrement fort les fit sursauter et s'écarter, riant à bout de souffle. Les pâtes gisaient oubliées sur le comptoir, probablement en train de refroidir, mais aucun des deux ne s'en souciait. « Reste, » dit doucement Kennedy, la tenant toujours près de lui. « Pas à cause du contrat. Pas parce que tu y es obligé. Reste parce que tu le veux. »« Je le veux », l'assura Callie, tendant la main pour toucher son visage. « Je tombe amoureuse de toi aussi, tu sais. Le vrai toi. Pas le PDG milliardaire, mais l'homme qui prend si délicatement soin de tout le monde autour de lui, même quand cela le terrifie. » Les lumières se rallumèrent soudainement, dures après l'intimité des bougies. Mais au lieu de s'éloigner, de reconstruire leur mur prudent, Kennedy tendit la main et actionna l'interrupteur, les replongeant dans la lueur chaude des bougies. Ils mangèrent leurs pâtes légèrement trop cuites à la lueur des bougies, parlant doucement de tout et de rien. Kennedy lui parla de sa grand-mère, de son enfance avec l'anxiété sociale dans un monde qui exigeait une performance constante. Callie partagea des histoires sur Devon, sur ses rêves d'écriture, sur la solitude d'être responsable du bonheur de tous les autres. Lorsque le téléphone de Kennedy vibra avec un message indiquant que la panne de courant était entièrement résolue, aucun des deux ne bougea pour rétablir les lumières vives. Au lieu de cela, ils débarrassèrent la table ensemble, se déplaçant en parfaite synchronisation, volant des baisers entre les tâches. Plus tard, alors qu'ils étaient assis sur le sol de la cuisine, partageant un pot de glace d'urgence avant qu'il ne fonde, Callie réalisa quelque chose. « Tu n'as pas ajusté tes boutons de manchette une seule fois ce soir, » observa-t-elle. Pas d'anxiété. Kennedy parut surpris, puis pensif. « Je me sens calme, » dit-il, émerveillé. « Avec toi, je n'ai pas besoin de faire semblant ou de jouer un rôle. Tu me vois, moi tout entier, et tu es toujours là. » « Toujours, » promit Callie, se penchant pour embrasser une tache de chocolat au coin de sa bouche. L'orage dehors commença à s'estomper, mais l'électricité entre eux ne fit que se renforcer. Chaque toucher, chaque baiser,
Chaque sourire partagé était une autre brique retirée des murs qu'ils avaient construits autour de leur cœur. Le contrat qui les avait réunis gisait oublié dans le tiroir du bureau de Kennedy, ces termes cliniques éclipsés par la réalité des sentiments authentiques, de la confiance librement donnée et de l'amour fleurissant lentement à la lueur des bougies. À l'approche de minuit, ils se dirigèrent finalement vers le salon, blottis ensemble sur le canapé. Kennedy lui lut de la poésie dans la pénombre, sa voix douce et intime. La tête de Callie reposait sur sa poitrine, ses doigts entrelacés aux siens, leurs alliances accrochant la lumière des bougies. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-elle lors d'une pause entre deux poèmes. La main libre de Kennedy caressa doucement ses cheveux. « Maintenant, nous écrivons notre propre histoire, dit-il. Pas de contrat, pas de faux-semblants, juste nous, découvrant tout ça ensemble. » Les bougies brûlaient bas, projetant des ombres dansantes sur les murs. Dehors, la tempête était passée, laissant derrière elle une ville nettoyée et rafraîchie. À l'intérieur, deux personnes entrées dans le mariage comme des étrangers se retrouvaient à s'endormir dans les bras l'un de l'autre, leurs cœurs battant à l'unisson, leurs avenirs soudainement brillants de possibilités qu'aucun n'avait osé imaginer. Le contrat avait spécifié des chambres séparées et une interaction minimale. Il n'avait pas tenu compte des pannes de courant, des dîners aux chandelles ou de la façon dont l'amour pouvait grandir dans les endroits les plus inattendus. Alors que Kennedy et Callie sombraient dans le sommeil, tous deux savaient que tout avait changé. Leur arrangement s'était transformé en quelque chose de réel, quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine de se battre. Et au matin, lorsque Madame Hudson arriva pour les trouver endormis sur le canapé, entourés de bougies fondues et de livres de poésie, elle sourit simplement et referma doucement la porte, leur accordant quelques instants de plus dans leur nouveau paradis. Chapitre 6, Menace cachée. L'appartement de Jasmine Taimé à Manhattan était tout ce que la vieille location de Callie dans le Queens n'avait pas été, élégant, moderne, et acheté avec l'argent de l'assurance de leur beau-père. Elle se tenait devant ses baies vitrées, ses ongles manucurés tapotant contre un verre de vin en cristal alors qu'elle faisait défiler les dernières pages mondaines sur sa tablette. Ils étaient encore là. Kennedy et Callie Brooks, le nouveau couple puissant préféré de la ville. L'article s'extasiait sur leur apparition au gala du musée de la veille, louant la grâce de Callie et la dévotion évidente de Kennedy envers sa nouvelle épouse. Les photos les montraient dans des moments intimes, la main de Kennedy protectrice dans le dos de Callie, Callie se penchant pour chuchoter quelque chose qui le faisait sourire, leurs doigts entrelacés alors qu'ils marchaient sur le tapis rouge. La prise de Jasmine se resserra sur son verre de vin jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Cela aurait dû être elle. Elle était la jolie, la sociale, celle qui avait passé des années à cultiver les bonnes relations et à assister aux bonnes soirées. Comment sa demi-sœur a de bibliothèque osait-elle décrocher le célibataire le plus convoité de New York? Ce n'est pas juste, marmonna-t-elle, posant son verre vide avec plus de force que nécessaire. Le son résonna dans son appartement richement meublé mais vide. Son téléphone vibra avec un SMS de son dernier petit ami, un banquier d'affaires de niveau intermédiaire dont elle se souvenait à peine du nom. Elle l'ignora, ouvrant plutôt son ordinateur portable pour faire défiler de vieilles photos. Des années de preuves soigneusement documentées de ses tentatives pour éclipser sa demi-sœur, des photos de leurs années de lycée où Jasmine s'était assurée que Callie ne soit jamais invitée aux bonnes fêtes. Et ici, des photos de l'université montrant Jasmine dans des vêtements de créateurs achetés avec la carte de crédit de leur beau-père, tandis que Callie travaillait à temps partiel à la bibliothèque du campus. Mais ce fut un dossier marqué Spring Break 2019 qui la fit s'arrêter. Les photos à l'intérieur étaient assez innocentes. Callie avait participé à une fête sur la plage lors de sa seule tentative de sortir de sa zone de confort. Elle avait passé la plupart du temps à lire sous un parasol, mais il y avait quelques clichés d'elle parlant à divers garçons à la fête. Les lèvres parfaitement peintes de Jasmine s'étirèrent en un sourire calculateur. Avec le bon logiciel de retouche, ces interactions innocentes pourraient raconter une histoire très différente. Et n'y avait-il pas eu des rumeurs sur les insécurités de Kennedy Brooks, ces fameux problèmes de confiance? Ses doigts volèrent sur le clavier alors qu'elle extrayait d'autres photos. Callie dansant avec un camarade de classe. Callie aidant un ami ivre à monter dans un taxi. Callie serrant son partenaire d'études dans ses bras après avoir réussi un examen difficile. Tous des moments complètement innocents qui pouvaient être tordus en quelque chose de plus sombre. La page mondaine était toujours ouverte sur sa tablette, montrant une autre photo du couple heureux. Celle-ci les capturait dans un moment sans garde. Kennedy regardant Callie avec une adoration non masquée alors qu'elle riait de quelque chose hors champ. L'intimité de la scène donna la nausée à Jasmine. « Tu ne le mérites pas » chuchota-t-elle en fixant l'image de sa demi-sœur.
Tu ne mérites rien de tout ça. Son téléphone vibra à nouveau, cette fois avec une notification concernant la dernière publication de Devon sur les réseaux sociaux. Son demi-frère se remettait bien à l'hôpital New York Presbyterian, partageant des croquis de la vue sur la ville depuis sa chambre privée. Chaque publication était taguée avec de la gratitude pour son incroyable beau-frère qui avait rendu tout cela possible. Jasmine avait rendu visite à Devon exactement une fois depuis son admission. Le garçon avait à peine reconnu sa présence, trop absorbé par un appel vidéo avec Cali et, étonnamment, Kennedy. Elle avait observé depuis la porte comment le PDG soi-disant froid et impitoyable avait montré un intérêt sincère pour les œuvres d'art de Devon, proposant même de faire encadrer certains de ses croquis pour la collection permanente de l'hôpital. Ce souvenir alimenta sa colère. La parfaite Cali avec son nouveau mari parfait et leur petite unité familiale parfaite. C'était écœurant. Un coup de tonnerre dehors correspondit à l'humeur de Jasmine alors qu'elle commençait à télécharger un logiciel de retouche photo. Elle avait toujours été meilleure que Cali en technologie, un fait qu'elle avait prouvé au lycée lorsqu'elle avait piraté les comptes de réseaux sociaux de sa demi-sœur pour décliner des invitations à des fêtes. Voyons comment ton conte de fées résiste à un retour à la réalité, murmura-t-elle en ouvrant la première photo pour l'éditer. Des heures passèrent tandis que Jasmine travaillait, manipulant soigneusement les horodatages et les métadonnées. Les photos de la fête sur la plage étaient les plus faciles à modifier, assombrir l'éclairage ici, recadrer de manière suggestive là, changer les horodatages pour suggérer un modèle de comportement. Elle accorda une attention particulière aux détails, sachant que tout examen minutieux devrait résister à une enquête initiale. Son téléphone vibra continuellement tout au long de la nuit, le banquier d'affaires se demandait probablement pourquoi elle lui avait posé un lapin pour le dîner. Elle l'ignora, trop concentrée sur sa tâche. C'était plus important qu'un rendez-vous oubliable. Vers minuit, elle ouvrit ses réseaux sociaux, faisant défiler les photos récentes de Kennedy et Cali. Il y en avait une nouvelle de plus tôt dans la journée, un cliché décontracté que quelqu'un avait capturé dans un petit restaurant italien. L'anxiété sociale de Kennedy était nulle part visible alors qu'il regardait sa femme, leurs mains liées sur la table entre eux. La légende disait, le PDG de Brox Industries, Kennedy Brox, et sa femme Cali profitant d'un dîner tranquille chez Georgios S. Des sources disent que l'homme d'affaires habituellement réservé s'est complètement ouvert depuis son mariage. Serait-ce le pouvoir du véritable amour? L'ordinateur portable de Jasmine tinta, indiquant qu'une autre manipulation photo était terminée. Celle-ci montrait Cali apparemment très proche d'un camarade de classe masculin dans un coin sombre. L'original avait été une séance d'études de groupe à la bibliothèque. Maintenant, cela ressemblait à quelque chose de bien plus intime. Le véritable amour, railla Jasmine en enregistrant la photo retouchée dans sa collection grandissante. Voyons à quel point il est véritable face à la preuve du passé prétendument scandaleux de ta femme. Elle prit son téléphone, créant un nouveau compte email sous un faux nom. L'histoire se formait déjà dans son esprit, une ancienne camarade de classe inquiète, soucieuse que Kennedy Brox soit trompé. Les photos seraient jointes comme preuve, accompagnées de suggestions soigneusement élaborées sur la moralité de Cali. Un éclair illumina son appartement, se reflétant sur les nombreuses photos encadrées sur ses murs. Toutes montraient Jasmine sous son meilleur jour lors d'événements caritatifs, de soirées exclusives, toujours parfaitement posée et habillée. Mais sur aucune d'elles elle ne portait le sourire authentique qui venait si naturellement à sa demi-sœur. Son doigt hésita au-dessus du bouton d'envoi alors qu'une autre photo de Kennedy et Cali apparaissait sur son fil d'actualité. Celle-ci était clairement candide. Eux marchant dans Central Park, la veste de costume de Kennedy drapée sur les épaules de Cali, riant tous les deux d'une blague privée. Ils avaient l'air heureux, réels. Pendant un instant, le doute s'insinua. Allait-elle vraiment faire ça? Essayer de détruire le bonheur de sa demi-sœur par méchanceté? Puis elle se souvint de leur remise de diplôme au lycée, comment leur beau-père avait rayonné de fierté pendant le discours de major de promotion de Cali tout en reconnaissant à peine la présence de Jasmine. Elle se souvint de l'université, comment Cali avait obtenu une bourse complète tandis que Jasmine devait compter sur l'argent de leur beau-père. Elle se remémora chaque fois que Cali avait été loué pour son intelligence, sa gentillesse, sa responsabilité, tandis que Jasmine était critiquée pour ses habitudes de dépenses et son arrivisme social. Le doute s'évanouit, remplacé par une froide détermination. Cali avait toujours été la bonne, la fille parfaite, la sœur attentionnée. Maintenant, elle avait le mari parfait et la vie parfaite aussi. Ce n'était pas juste. Le doigt de Jasmine appuya sur envoyer avant qu'elle ne puisse se raviser. L'email avec ses pièces jointes accablantes disparut dans le cyberespace,
sa destination fixée sur l'adresse privée de Kennedy Brooks, acquise grâce à la manipulation minutieuse de l'une de ses conquêtes bancaires. Échec et mat, chère sœur, chuchota TL, fermant son ordinateur portable avec un sourire satisfait. Dehors, l'orage s'intensifiait, mais Jasmine ne ressentait que du calme. Elle avait porté le premier coup dans ce qui deviendrait son chef-d'œuvre de vengeance. Laissons Cali essayer d'expliquer ses photos. Laissons-la essayer de maintenir la confiance de Kennedy face aux preuves d'un passé caché. Le mariage parfait s'effondrerait, le conte de fées prendrait fin, et Jasmine serait là pour regarder tout s'écrouler. Peut-être qu'alors, enfin, elle cesserait de se sentir vivre dans l'ombre de sa demi-sœur. Ce que Jasmine ne pouvait pas savoir, c'est que le véritable amour, une fois trouvé, n'est pas si facilement détruit. Les graines de la destruction qu'elle avait plantées prendraient racine, mais elles finiraient par renforcer plutôt que briser le lien entre Kennedy et Cali. Sa vengeance se retournerait contre elle d'une manière qu'elle ne pouvait imaginer, mettant en lumière non pas les scandales inexistants de Cali, mais l'amertume et la jalousie profondément ancrées de Jasmine. Mais pour l'instant, elle était assise dans son appartement coûteux, sirotant du vin et imaginant le chaos que son email causerait. Demain, elle regarderait le déroulement dramatique de son plan depuis une distance de sécurité, savourant chaque moment de la chute imminente de sa demi-sœur. L'orage faisait rage dehors, toile de fond appropriée à la noirceur des complots de Jasmine. Quelque part à travers la ville, Kennedy et Cali dormaient paisiblement dans les bras l'un de l'autre, inconscients que leur bonheur était devenu la cible de la vengeance d'une demi-sœur jalouse. Le contrat qui les avait réunis était sur le point de faire face à sa plus grande épreuve, non pas de leurs propres doutes ou peurs, mais des mensonges soigneusement élaborés de quelqu'un déterminé à les séparer. La question n'était pas seulement de savoir si leur amour pourrait survivre à la tempête, mais s'il en sortirait plus fort pour l'avoir traversée. Chapitre 7, la tempête éclate. Les lumières de la ville devenaient floues à travers les fenêtres du bureau de Kennedy alors qu'il fixait ses insécurités les plus profondes. L'email était arrivé il y a 6 heures, et il n'avait pas bougé depuis, laissant le doute empoisonner lentement tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour et la confiance. Objet, la vérité sur Cali Taimeh. Les photos remplissaient son écran, des dizaines d'entre elles, chacune soigneusement choisie pour infliger un maximum de dégâts, Cali dans des fêtes, dans des clubs avec différents hommes. L'horodatage indiquait 3 ans auparavant, chaque image accompagnée de descriptions détaillées et de données de localisation. Son équipe de sécurité avait passé des heures à vérifier les métadonnées, et tout semblait authentique. Mais quelque chose sonnait faux. Kennedy revenait sans cesse à une image particulière. Cali quittant prétendument une chambre d'hôtel, l'air échevelé. Ses doigts tracèrent sa silhouette sur l'écran, se souvenant de la façon dont elle tremblait à son premier toucher doux pendant leur mariage, à quel point son inexpérience avait été authentique. La femme sur ces photos semblait être une étrangère portant le visage de sa femme. Monsieur Brooks. Marcus Chen, son chef de la cybersécurité, apparut dans l'encadrement de la porte. L'analyse préliminaire est prête. Kennedy hocha la tête, la gorge trop serrée pour parler. Marcus étala le rapport, pointant les conclusions clés. Les horodatages concordent, les données de localisation correspondent, aucun signe évident de manipulation dans les métadonnées. Mais Kennedy entendit quelque chose dans le ton de Marcus. Mais quelque chose cloche. La qualité est trop parfaite, l'angle est trop pratique, et il y a une incohérence dans les modèles d'ombre sur laquelle notre équipe enquête. Le téléphone de Kennedy vibra. Un autre SMS de Cali. J'ai fait tes pâtes préférées, la recette de Madame Hudson, je rentre bientôt. La simplicité domestique du message lui fit mal à la poitrine. Elle avait appris ses plats préférés, s'adaptant à ses préférences, créant un vrai foyer à partir de leur mariage arrangé. Comment pouvait-il concilier cette Cali avec ces images? Les mots de sa grand-mère résonnèrent dans son esprit. Tu as besoin de quelqu'un pour te sortir de ta coquille, mon cher garçon. Cali avait fait plus que cela. Elle lui avait fait croire en lui-même, en l'amour, en la possibilité du bonheur au-delà des contrats et des arrangements. Continuez à creuser, ordonna-t-il à Marcus. Je veux que chaque détail soit vérifié. Mais alors que l'ascenseur le ramenait chez lui, le doute s'insinua comme un poison. Le contrat avait été précis concernant les scandales et les relations passées, si Cali avait menti sur quelque chose d'aussi fondamental. Le pantou sentait l'ail et les herbes lorsqu'il arriva. De la musique jouait doucement depuis la cuisine, où il pouvait entendre Cali fredonner. Pendant un moment, il resta figé, se souvenant de leur premier baiser dans cette cuisine, de la façon dont elle lui avait apporté du thé pendant ses crises d'angoisse,
comment elle avait créé un foyer à partir de leur arrangement commercial. C'est pas dur le trahir. Cali apparut dans le couloir, portant le tablier qu'il lui avait acheté, souriant jusqu'à ce qu'elle voie son expression. Kennedy? Qu'est-ce qui ne va pas? Il ne pouvait pas parler, ne trouvait pas les mots. Au lieu de cela, il se dirigea vers son bureau, sachant qu'elle le suivrait. Les photos étaient déjà étalées sur son bureau. Il avait demandé à son assistant de les imprimer avant de quitter le bureau. Cali entra dans le bureau, ses pas vacillant en voyant ce qui gisait sur son bureau. Qu'est-ce que c'est? Tu me le dis toi, la voix de Kennedy était à peine audible. C'est arrivé aujourd'hui, email anonyme. Elle s'approcha, prenant l'une des photos. Son visage devint pâle. Ce sont des faux, dit-elle immédiatement, la voix tremblante. Je n'ai jamais. Tu sais que je n'ai jamais. Les horodatages sont authentiques, l'interrompit Kennedy, son anxiété le faisant se replier derrière un professionnalisme froid. Les métadonnées concordent. Il y a 3 ans, Cali. Plusieurs hommes, plusieurs endroits. Non. Les mains de Cali tremblaient alors qu'elle regardait les photos. C'est moi à la fête sur la plage de Jessica, mais je lisais la plupart du temps, et ça, c'était un groupe d'études à la bibliothèque. Quelqu'un est en train de... Tu me connais. Et il la connaissait, savait comment elle prenait son café, comment elle lisait de la poésie tard le soir, comment elle ne l'avait jamais poussé au-delà de sa zone de confort. Il connaissait la façon authentique dont elle avait répondu à son toucher, la vulnérabilité honnête qu'elle lui avait montrée. Mais son anxiété hurlait plus fort que son cœur, le faisant se rabattre sur la sécurité des termes juridiques. Le contrat stipulait aucun scandale, dit-il, sa voix froide pour masquer la douleur. Aucune complication qui pourrait nuire au nom des Brox. La tête de Cali se releva brusquement, la blessure traversant son visage. Le contrat. C'est de ça qu'il s'agit? Pas de confiance, pas d'amour, mais un contrat. Est-ce que quelque chose était réel? Demanda Kennedy, incapable de croiser son regard. L'innocence, l'inexpérience, était-ce tout la partie d'un plan élaboré? Comment oses-tu? La voix de Cali se brisa. Après tout ce que nous avons partagé, tout ce que nous avons construit. Comment oses-tu croire un email anonyme plutôt que moi? Elle tendit la main vers lui, mais Kennedy recula, ses murs se refermant brutalement. Il ne pouvait pas la laisser le toucher, ne pouvait pas risquer de retomber sous son charme tant qu'il ne connaissait pas la vérité. J'ai besoin de temps, dit-il en se tournant vers la fenêtre. J'ai besoin de réfléchir. Non. La voix de Cali était ferme malgré ses larmes. Ce dont tu as besoin, c'est de me faire confiance. Regarde-moi, Kennedy, regarde-moi vraiment et dis-moi que tu crois que je pourrais faire ça. Il se tourna, se forçant à soutenir son regard. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais aussi d'une détermination féroce. Pendant un moment, ses doutes vacillèrent. Je t'aime, dit-elle doucement. Je ne t'ai jamais menti. Ni sur mon passé, ni sur mes sentiments, ni sur rien. Quelqu'un essaie de nous détruire, et tu les laisses faire. Les mains de Kennedy se serrèrent sur ses côtés. Les photos peuvent être truquées, Cali attrapa l'une des impressions. Regarde celle-ci. C'est censé être moi quittant une chambre d'hôtel, c'est ça? Regarde mon bras gauche. J'ai une cicatrice là, d'un accident d'enfance. Elle n'est pas sur cette photo parce que quiconque l'a éditée ne le savait pas. Kennedy prit la photo, l'examinant de près. Elle avait raison. La cicatrice distinctive qu'il avait remarquée leur première nuit ensemble était manquante. Et celle-ci, continua Cali, la voix plus forte maintenant. L'horodatage indique juin 2019. J'étais à l'hôpital avec Devon tout ce mois-là après sa première opération, vérifie les dossiers. Ils sont tous dans les fichiers de la Fondation Brox. Son téléphone vibra. Marcus appelait. Kennedy répondit machinalement. Monsieur, la voix de Marcus était urgente. Nous avons trouvé quelque chose. Les anomalies d'ombre. Elles sont cohérentes avec une manipulation photo professionnelle. Quelqu'un a édité ces images de manière extensive et a ensuite vieilli artificiellement les métadonnées pour qu'elles paraissent authentiques. Le cœur de Kennedy s'arrêta. À quel point en êtes-vous sûr? À 100%. Nous traçons l'origine de l'email maintenant, mais monsieur, ces photos sont définitivement fausses. Professionnellement altérées, mais fausses. Le téléphone glissa de la main de Kennedy.
Il regarda Callie, la regarda vraiment, et vit la vérité à laquelle il aurait dû faire confiance dès le début. Mais c'était trop tard. Elle se dirigeait déjà vers la porte, essuyant les larmes de ses joues. « Tu aurais dû me faire confiance, dit-elle calmement. L'homme dont je suis tombée amoureuse, celui qui me lit de la poésie à minuit et m'apporte du café chaque matin, il m'aurait fait confiance. Callie, s'il te plaît. Je serai chez Devon, le coupe ATL. Quand tu te souviendras de qui nous sommes l'un pour l'autre, qui nous sommes vraiment, pas ce qu'un contrat dit que nous devrions être. Tu sais où me trouver. » La porte se referma derrière elle avec un clic doux qui sembla plus fort qu'un claquement. Kennedy s'effondra dans son fauteuil, entouré des mensonges qui avaient failli détruire tout ce qui lui était cher. Son téléphone vibra à nouveau, Richard Kensington appelant avec des nouvelles qui révéleraient l'implication de Jasmine, mais à ce moment-là, rien de tout cela n'importait. Il avait laissé ses insécurités empoisonner la plus belle chose de sa vie, avait choisi le doute plutôt que la confiance, la peur plutôt que l'amour, les contrats plutôt que la connexion. Et maintenant, regardant l'amour de sa vie s'éloigner, Kennedy Brooks réalisa que parfois les plus grandes menaces au bonheur ne viennent pas de forces extérieures, mais de notre propre incapacité à croire. Trahison dévoilée. L'équipe de cybersécurité de Brooks Industries travailla toute la nuit, leurs bureaux éclairés par la lueur de multiples écrans. Kennedy n'était pas parti depuis le départ de Callie, sa veste de costume jetée, sa cravate desserrée alors qu'il les regardait travailler. Toutes les quelques minutes, sa main se tendait vers son téléphone, voulant l'appeler, mais s'arrêtant. Il avait besoin de preuves d'abord, besoin de pouvoir lui montrer exactement à quel point il avait eu tort. « Monsieur Brooks », l'appela Marcus Chen, « nous avons réussi à récupérer les images originales. Regardez ça. » Sur l'écran, Marcus joua une reconstruction en accéléré de l'une des photos. L'image de Callie quittant prétendument une chambre d'hôtel se transforma à l'envers, l'apparence échevelée disparut, le décor redevint la bibliothèque, la pose suggestive devint un moment innocent où elle portait des livres. La manipulation était professionnelle, expliqua Marcus, mais ils ont laissé des traces. Chaque modification crée une empreinte numérique, peu importe le soin apporté. Nous avons trouvé des centaines d'éléments manipulés à travers les photos. Les mains de Kennedy agrippèrent le dossier de la chaise de Marcus. « Et vous êtes certain de la source ? » ?»« Oui, monsieur. L'email a été routé via plusieurs proxys, mais nous l'avons retracé jusqu'à une adresse IP enregistrée au nom de Jasmine Taimei. Le logiciel de retouche utilisé pour manipuler les photos a été acheté avec sa carte de crédit il y a 3 jours. Les pièces du puzzle se mettaient en place, formant une image qui donna la nausée à Kennedy. Il avait laissé la manipulation jalouse de quelqu'un faillir détruire la meilleure chose de sa vie. « Monsieur », Richard Kensington apparut dans l'encadrement de la porte, l'air grave malgré l'heure tardive. « Il y a autre chose. Nos enquêteurs ont trouvé un modèle de comportement similaire remontant à leurs années de lycée. Mademoiselle Taimei a un historique de tentatives de sabotage des relations et des opportunités de sa demi-sœur. » Kennedy se dirigea vers la fenêtre, regardant la lumière du petit matin commencer à peindre les immeubles de la ville. « Montrez-moi tout. » Les preuves étaient accablantes. Les dossiers scolaires montraient que Jasmine avait piraté l'email de Callie à plusieurs reprises pendant leur adolescence, déclinant des invitations à des fêtes et supprimant des lettres d'acceptation à l'université. Les dossiers financiers révélaient qu'elle avait utilisé les cartes de crédit de leur beau-père sans permission tout en répandant des rumeurs selon lesquelles Callie était une croqueuse de diamants. Il y avait même des traces de ses tentatives pour saboter les demandes de bourse universitaire de Callie. Les photos de la fête sur la plage, appela Marcus, nous avons trouvé les originaux. Elles proviennent d'un voyage de Spring Break où, selon les publications sur les réseaux sociaux de l'époque, Mademoiselle Taimei était en colère parce qu'elle n'avait pas été invitée. Les photos montrent votre femme passant la plupart du temps à lire sous un parasol, parlant occasionnellement à des camarades de classe. Rien de vaguement scandaleux. Le téléphone de Kennedy vibra, un SMS de Devon. Elle a pleuré jusqu'à s'endormir à l'hôpital. Arrange ça. Les mots le frappèrent comme des coups physiques. Callie, sa forte et belle Callie, pleurant parce qu'il n'avait pas réussi à lui faire confiance, parce qu'il avait laissé ses insécurités l'emporter sur tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Imprimez tout, ordonna-t-il. Chaque pièce à conviction, chaque photo originale, chaque trace de manipulation, et trouvez-moi l'adresse actuelle de Jasmine Taimei. Pendant que l'équipe travaillait, Kennedy alla dans sa salle de bain privée, se regardant enfin dans le miroir. Il avait l'air hagard, son apparence habituellement soignée détruite par une nuit d'inquiétude et de révélation.
Mais c'étaient ses yeux qui montraient les vrais dégâts, la honte et le dégoût de soi pour avoir douté si rapidement de Cali. Son téléphone contenait des dizaines de photos de leur vie ensemble, des moments candides de bonheur authentique qu'aucun contrat ne pouvait simuler. Cali lui apportant du thé pendant ses sessions de travail nocturnes, eux deux riant dans la cuisine, ou elle s'endormant sur son épaule pendant qu'il lisait de la poésie. Des moments réels, des sentiments réels, un amour réel. Comment avait-il pu laisser quelques photos manipulées lui faire oublier tout cela? Monsieur Brox, Richard apparut à nouveau, tout est prêt, mais il y a autre chose que vous devriez voir d'abord. Les images de sécurité que Richard lui montra provenaient de la chambre d'hôpital de Devon, prise il y a quelques heures à peine. Cali était assise près du lit de son frère, essayant de cacher ses larmes alors qu'elle expliquait ce qui s'était passé. Le visage de Devon montrait un mélange d'inquiétude pour sa sœur et de déception envers Kennedy. Il ne m'a pas cru. La voix de Cali était à peine audible dans l'enregistrement. Après tout ça, il me voyait encore juste comme un contrat, juste comme un scandale potentiel à gérer. Les images coupèrent pour montrer plus tard dans la nuit, Jasmine arrivant à l'hôpital, feignant l'inquiétude. Les poings de Kennedy se serrèrent en la regardant simuler la sympathie, sachant quelle était la source de toute cette douleur. Nous devons gérer cela avec précaution, conseilla Richard. Les actions de Mademoiselle Taimé pourraient être considérées comme criminelles, cyberharcèlement, fraude, diffamation. Mais poursuivre une action en justice rendrait tout public. Je me fiche du public, dit doucement Kennedy. Je me soucie de Cali. Il rassembla les dossiers de preuves et se dirigea vers sa voiture, demandant à son chauffeur de l'emmener à l'hôpital. Le trafic matinal avançait au ralenti alors qu'il passait tout en revue, construisant une image complète de la campagne jalouse de Jasmine contre sa demi-sœur. À l'hôpital, il s'arrêta devant la chambre de Devon. À travers la vitre, il pouvait voir Cali recroquevillé dans un fauteuil, dormant enfin. Devon était éveillé, dessinant quelque chose tout en gardant une veille protectrice sur sa sœur. Kennedy frappa doucement avant d'entrer. Devon leva les yeux, son jeune visage inhabituellement sévère. « Tu l'as entendu » dit-il simplement. « Oui » admit Kennedy. « J'ai eu tort, et je suis là pour réparer ça. »« Comment » Devon posa son carnet de croquis. « Elle te faisait confiance, vraiment confiance. Sais-tu à quel point c'est rare pour elle ?» Kennedy posa les dossiers de preuves sur la table de chevet de Devon. En lui montrant la vérité sur les photos, sur Jasmine, sur tout. Et en prouvant qu'elle signifie plus pour moi que n'importe quel contrat ou préoccupation commerciale. Devon l'étudia un long moment avant de hocher légèrement la tête. Elle t'aime, tu sais. Pas ton argent ou ton nom ou quoi que ce soit de tout ça. Juste toi. Je sais, la voix de Kennedy se brisa. Je l'aime aussi. Plus que je ne le croyais possible. Cali remua dans son fauteuil, ses paupières papillonnant. Lorsqu'elle vit Kennedy, un mélange d'émotions traversa son visage, amour, blessure, incertitude. Cali. Il s'avança vers elle, tombant à genoux près de son fauteuil. Je suis désolé, je suis tellement désolé. J'ai eu tort, et je peux le prouver. Il étala les preuves, les photos reconstruites montrant leurs origines innocentes, la preuve de la manipulation de Jasmine, le long historique de son sabotage jaloux. Les mains de Cali tremblaient alors qu'elle parcourait le tout, des larmes se formant dans ses yeux. Elle a toujours été jalouse, chuchota-t-elle. Mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. J'aurais dû te faire confiance. Kennedy prit ses mains dans les siennes. Pas aux photos, pas au contrat, pas à mes propres insécurités. À toi. La femme qui m'apporte du thé quand je suis anxieux, qui comprend mon silence, qui m'aime malgré tous mes morceaux brisés. Les doigts de Cali se resserrèrent autour des siens. J'ai été tellement blessé que tu puisses penser. Je sais. J'ai laissé mes peurs l'emporter sur mon cœur. Mais Cali, ce que nous avons, c'est plus que tout ce qu'un contrat pourrait jamais englober. C'est réel, et précieux, et j'ai failli le perdre parce que j'ai oublié de faire confiance à cette réalité. Devon fit doucement rouler son fauteuil de l'autre côté de la chambre, leur donnant de l'intimité tout en maintenant sa présence protectrice. Je t'aime, continua Kennedy, sa voix brute d'émotion. Pas à cause d'un contrat ou d'un arrangement, mais parce que tu me rends meilleur. Tu me donnes envie d'être meilleur. S'il te plaît, donne-moi la chance de te le prouver chaque jour pour le reste de nos vies. Cali regarda à nouveau les preuves, en particulier la reconstruction des photos de la plage.
Elle s'est vraiment donné tout ce mal juste pour me blesser. Elle ne supportait pas de te voir heureuse, expliqua Kennedy. Mais nous ne sommes pas obligés de la laisser gagner. Nous ne sommes pas obligés de laisser qui que ce soit ou quoi que ce soit se mettre entre nous à nouveau. La main libre de Callie se leva pour caresser sa joue, son toucher si doux qu'il lui fit mal au cœur. Promets-le-moi, chuchota TL. Promets-moi que tu feras confiance à nous, à ce que nous avons construit ensemble. Je le promets. Kennedy tourna son visage pour embrasser sa paume. Plus de contrats. Plus de doutes. Juste nous. Juste l'amour. Juste la vérité. Depuis son coin, Devon sourit légèrement, retournant à ses croquis. Le soleil du matin inondait la chambre d'hôpital, peignant la pièce d'une lumière chaude alors que Kennedy et Callie entamaient le processus de guérison, de reconstruction de la confiance qui avait été ébranlée mais pas brisée. À l'extérieur de la chambre d'hôpital, inaperçue de tous, Jasmine se tenait là, regardant à travers la vitre. Son plan soigneusement élaboré avait échoué. Sa manipulation était exposée. Mais alors qu'elle se tournait pour partir, son téléphone déjà sorti pour avertir son avocat, elle ne réalisa pas que ses actions avaient finalement renforcé la relation même qu'elle essayait de détruire. Le contrat qui avait réuni Kennedy et Callie gisait oublié dans son bureau, ces termes dénués de sens face à leur engagement réel l'un envers l'autre. L'amour, apprenait-il, ne pouvait être lié par du papier ou menacé par des mensonges. Il vivait dans la confiance, dans le pardon, dans le choix de croire en l'autre malgré toutes les preuves du contraire. Et dans cette chambre d'hôpital, entourée de preuves de trahison mais choisissant de se concentrer sur l'amour, Kennedy et Callie retrouvèrent le chemin l'un vers l'autre, plus forts pour avoir traversé la tempête, plus engagés pour avoir affronté leur peur, plus amoureux pour avoir choisi la confiance plutôt que le doute. Chapitre 9, trop tard. Le Pantouz semblait caverneux dans son vide, chaque pièce résonnant des souvenirs de ce qu'ils avaient construit ensemble. Kennedy se tenait dans le bureau de Callie, entouré de la vie qu'elle avait soigneusement créée ici. Des livres rangés par genre et par couleur, des post-TS marquant les passages favoris, des manuscrits inachevés éparpillés sur son bureau. Les papiers juridiques dans sa main semblaient lourds. Les actions de Jasmine avaient justifié des poursuites pénales, cyberharcèlement, fraude, diffamation. L'équipe juridique de Brox Industries avait monté un dossier en béton contre elle, mais lorsqu'ils étaient allés lui remettre les papiers, ils avaient trouvé son appartement vide, un vol réservé à la hâte pour Monaco était sa dernière trace. Cela aurait dû être la fin de l'histoire. Ils avaient prouvé que les photos étaient fausses, exposé la manipulation jalouse de Jasmine, blanchi complètement le nom de Callie. Kennedy s'était excusé, avait promis de lui faire confiance, avait choisi l'amour plutôt que le doute. Mais quelque chose de fondamental s'était brisé entre eux. Ce n'était pas que Callie ne lui avait pas pardonné. Elle l'avait fait, avec la même grâce dont elle faisait preuve en tout. Elle avait compris sa réaction aux photos, reconnu à quel point la manipulation de Jasmine avait été convaincante. Mais dans les jours qui suivirent, quelque chose avait changé dans son regard lorsqu'il avait mentionné le contrat ou leur arrangement. Chaque référence à leur accord juridique, aussi désinvolte soit-elle, semblait tester son pardon, lui montrant à quel point sa dépendance continue aux termes contractuels érodait lentement sa foi en la réalité de leurs sentiments. La note reposait sur son bureau, là où il l'avait trouvée ce matin-là. Je croyais te connaître. Je pensais que ce que nous avions était réel. J'avais tort. Ses mains tremblaient alors qu'il la relisait, absorbant les mots qui venaient de briser son monde. En dessous, écrit en plus petit, les frais médicaux de Devon sont payés. Le contrat est rempli. Tu es libre. La semaine passée défila dans son esprit avec une précision insoutenable. Kelly avait été plus silencieuse, passant plus de temps dans son bureau. Il avait supposé qu'elle travaillait sur son écriture, leur laissant à tous deux de l'espace pour guérir de l'incident des photos. Il reconnaissait maintenant les signes. Elle s'était préparée, démêlant lentement leur vie. Sa disparition avait été méthodiquement planifiée. Devon était sorti de l'hôpital hier. Son traitement avait été entièrement réglé par la Fondation Brox. Les fournitures d'art et les affaires personnelles des garçons avaient été discrètement déménagées sur plusieurs jours. Kennedy ne le réalisait que maintenant, en contemplant les espaces vides du Pantouz. Son téléphone vibra. Richard Kensington appelait à nouveau. Des nouvelles? Rien de concret, monsieur. La voix de Richard était douce. Ses cartes de crédit n'ont pas été utilisées depuis la semaine dernière. Son téléphone est éteint. Les enquêteurs privés vérifient tous les hôtels de la ville.
Mais elle est trop intelligente pour ça. Kennedy termina sa phrase pour lui. Il connaissait assez bien qu'elle est pour savoir que si elle voulait disparaître, elle le ferait minutieusement. Monsieur. Hésita Richard. Le conseil d'administration pose des questions sur la situation, étant donné les termes du testament de votre grand-mère. Je me fiche du testament. Aboya Kennedy. Puis, plus doucement, je suis désolé, Richard. C'est juste que j'ai besoin de la retrouver. Je comprends, monsieur. Mais peut-être. Peut-être a-t-elle besoin de temps. Ces derniers jours, chaque fois que vous mentionniez le contrat. Kennedy ferma les yeux, se rappelant comment Kelly avait légèrement tressailli à chaque référence à leur arrangement. Il ne l'avait pas vu alors. Trop absorbé par les procédures judiciaires contre Jasmine pour remarquer que ces mots repoussaient lentement la femme qu'il aimait. Son équipe de sécurité avait retracé ses mouvements au cours de la semaine passée. Elle avait été systématique. Fermeture de ses comptes bancaires personnels, redirection de ses emails professionnels, emballage discret de l'essentiel pendant qu'il était au bureau. La seule chose qu'elle avait laissée intacte était l'argent de leur contrat. Une notification éclaira son téléphone, une alerte de sa banque. Le souffle lui manqua en la lisant. 5 millions de dollars venaient d'être retournés sur son compte, le montant exact spécifié dans leur contrat original. C'était la déclaration finale de Kelly. En rendant l'argent, elle déclarait leur arrangement totalement terminé. Aucune obligation, aucun lien, aucune raison pour lui de la chercher. Kennedy errait dans le Penthouse comme un fantôme, trouvant partout de petits signes de son départ soigné. La cuisine semblait particulièrement vide. Sa tasse à café préférée manquait. Le livre de cuisine qu'elle étudiait pour apprendre ses préférences avait disparu du comptoir. Même les fleurs fraîches qu'elle gardait toujours sur la table de la salle à manger avaient été débarrassées. Dans son bureau, il trouva une autre note posée soigneusement au-dessus de leur contrat de mariage. J'ai donné instruction à mon avocat d'entamer la procédure de divorce. Le contrat a rempli son objectif. Devon est en bonne santé. Ton héritage est assuré. Nous pouvons tous les deux aller de l'avant maintenant, libres de toute obligation. Merci pour tout. Kay. Le ton formel le frappa comme un coup physique. Ce n'était pas sa Kelly, celle qui écrivait de la poésie dans les marges des livres et lui apportait du thé la nuit. C'était la femme à laquelle il l'avait réduite avec ses documents. Son téléphone affichait des dizaines d'appels manqués des enquêteurs privés, un autre hôtel vérifié, une autre piste s'avérant fausse. Kelly avait été minutieuse pour brouiller les pistes, utilisant de l'argent liquide pour tout achat nécessaire, évitant les caméras de surveillance. Un texto de Devon apparut. Elle a besoin de temps. Ne le gâche pas à chercher. Utilise-le pour comprendre qui tu veux être, l'homme lié par des contrats ou l'homme libre d'aimer. Kennedy se tenait à la fenêtre, regardant les lumières de la ville s'éveiller. Quelque part là-bas, Kelly commençait un nouveau chapitre sans lui. Elle avait rempli chaque terme de leur contrat à la perfection. Elle avait été l'épouse parfaite en public, avait soutenu sa carrière, maintenu leur image, et quelque part en chemin, elle lui avait donné son cœur aussi, ne demandant que de la confiance en retour. Il l'avait déçu, pas seulement avec les photos et le doute, mais avec sa dépendance continue à leur contrat comme bouclier contre la véritable vulnérabilité. Chaque fois qu'il avait mentionné leur arrangement après l'incident des photos, il avait sans le savoir renforcé ses craintes que leur amour n'était pas assez réel pour tenir de lui-même. Un rapport final arriva de son équipe de sécurité, une image de surveillance montrant qu'elle est montant dans un bus avec une seule valise. Elle avait parfaitement choisi son moment, partant alors qu'il gérait les avocats et les accusations de Jasmine. Même en partant, elle avait été prévenante envers ses sentiments, choisissant une sortie discrète plutôt qu'une confrontation. Kennedy sortit la lettre de sa grand-mère, celle qui avait tout déclenché avec sa clause de mariage. Les mots d'Eleanor Brock semblaient se moquer de lui maintenant. Le mariage t'aidera à surmonter tes peurs, mon cher garçon. Tu as besoin de quelqu'un pour te sortir de ta coquille, ou tu gâcheras ta vie à te cacher dans cette tour que tu as construite. Elle avait eu raison. Kelly l'avait aidé à surmonter ses peurs, l'avait sorti de sa coquille, l'avait rendu meilleur à tous points de vue. Et il l'avait remboursé en se cachant derrière des documents juridiques au lieu d'embrasser l'amour réel qu'ils avaient trouvé. Le contrat gisait abandonné sur son bureau, ses pages désormais dénuées de sens. Quoi qu'il arrive ensuite, cela ne serait pas régi par des termes juridiques ou des arrangements commerciaux. Pour la première fois de sa vie, Kennedy Brooks allait devoir se battre pour quelque chose sans le filet de sécurité des contrats et des clauses.
Mais d'abord, il devait comprendre non pas où Kelly était allée, mais pourquoi elle avait senti qu'elle devait partir. Ce n'est qu'alors qu'il pourrait espérer lui prouver, et se prouver à lui-même, que leur amour était plus fort que n'importe quel papier qui les avait réunis. Alors que la nuit tombait sur la ville, Kennedy s'assit dans son bureau entouré des morceaux de leur vie commune, comprenant enfin que parfois, la plus grande distance ne se mesure pas en kilomètres, mais dans l'espace entre l'arrangement et l'authenticité, entre le contrat et l'amour. Chapitre 10, la recherche. L'anxiété sociale de Kennedy lui hurlait de rester dans son pantouse, de laisser les enquêteurs privés gérer la recherche, mais son cœur le poussait en avant, l'incitant à visiter chaque endroit qui avait une signification dans leur relation. Chaque lieu était une bataille entre ses peurs et son amour pour Kelly. Le restaurant italien où ils avaient eu leur premier dîner public, où elle avait remarqué son anxiété et créé des signaux subtils pour l'aider à faire face. Le maître d'hôtel se souvenait d'eux, mais n'avait pas vu Kelly. Vous étiez différent avec elle, Monsieur Brox, observa-t-il. Plus détendu, plus vous-même. L'aile de l'hôpital où Devon avait été soigné, maintenant vide de la fratrie. Les infirmières parlaient chaleureusement du dévouement de Kelly envers son frère, et de l'implication inattendue de Kennedy dans les soins du garçon. Elle vous a rendu humain à nos yeux, dit doucement une infirmière. Pas juste un nom sur une plaque de donation. Chaque étape était un défi pour Kennedy. Son bouclier habituel de richesse et de pouvoir ne signifiait rien dans cette quête. Il devait parler aux gens directement, devait traverser son anxiété pour poser des questions, pour montrer sa vulnérabilité. La librairie où ils avaient passé d'innombrables soirées fut son arrêt suivant. La propriétaire âgée, Madame Chen, leva les yeux à son entrée. Son sourire habituel s'effaça légèrement. Je me demandais quand vous viendriez. Le cœur de Kennedy bondit. L'avez-vous vu? Non. Madame Chen contourna le comptoir. Mais je connais Kelly, et cet endroit. Il signifie quelque chose pour vous deux. Elle le conduisit à leur coin habituel, où deux fauteuils usés se faisaient face. Sur la petite table entre eux reposait un recueil de poésie familier, le même qu'ils lisaient le soir de leur premier baiser. Elle était ici hier, admit Madame Chen. Elle a laissé ça en sécurité, disant que quelqu'un pourrait venir le chercher. Les mains de Kennedy tremblaient en ouvrant le livre. À l'intérieur, l'écriture soignée de Kelly remplissait les marges de notes et de réactions, mais c'est la dernière page qui capta son attention. Une nouvelle entrée, datée d'hier. L'amour ne se trouve pas dans les contrats ou les clauses, mais dans les espaces entre les mots, dans la confiance qui remplit les silences, dans le courage de croire en quelque chose qui ne peut être légalement lié. Je pensais que nous avions trouvé cet espace entre arrangement et authenticité. Je pensais que nous avions construit quelque chose de réel dans l'ombre de nos faux-semblants. Peut-être que j'avais tort, ou peut-être que parfois, avoir raison ne suffit pas. Elle vous aime, dit doucement Madame Chen. C'est pour cela que ça fait si mal. Kennedy s'effondra dans son fauteuil habituel, le livre serré contre sa poitrine. J'ai laissé mes peurs l'emporter sur mon cœur. Je me suis accroché au contrat au lieu d'embrasser ce que nous étions vraiment devenus. Alors arrêtez de vous accrocher, dit fermement Madame Chen. La Kelly que je connais n'a pas besoin de grands gestes ou de documents juridiques. Elle a besoin de vérité, de confiance, et du courage d'aimer sans garantie. Un souvenir frappa Kennedy, quelque chose que Kelly avait dit il y a des semaines à propos de ses rêves d'écriture. Quand la vie sera plus stable, avait-elle dit, mais il y avait autre chose, à propos d'un endroit spécial où elle faisait son meilleur travail. Son téléphone était sorti avant qu'il ne puisse hésiter, composant le numéro de Devon. Le garçon répondit à la première sonnerie. Tu en as mis du temps à t'en souvenir. L'endroit pour écrire qu'elle a mentionné, dit Kennedy d'une voix urgente. Celui où elle va pour réfléchir, pour créer. Où est-ce? Devon resta silencieux un moment. Tu l'as vraiment blessé, tu sais. Pas seulement avec les photos et le doute, mais avec la façon dont tu as continué à ramener le contrat sur le tapis, à traiter votre amour comme un arrangement commercial même après qu'il soit devenu réel. Je sais, la voix de Kennedy se brisa. J'avais peur. L'aimer me rendait vulnérable d'une manière qu'aucun contrat ne pouvait protéger. Mais je préfère être vulnérable avec elle que, en sécurité, sans elle. Une autre longue pause, puis. Le phare de Montauk Point. Elle y va parfois, s'assoit sur les rochers en contrebas, elle dit que les vagues l'aident à réfléchir. Kennedy bougeait déjà avant que Devon ait fini de parler, son anxiété de quitter la ville submergée par son besoin de la trouver. Son chauffeur eut la voiture prête en quelques minutes.
Le trajet vers Montauk sembla éternel. Kennedy le passa à relire les notes de Kelly dans le livre de poésie, voyant leur relation à travers ses yeux. Elle avait documenté leur évolution dans ses marges, de l'arrangement à l'attirance, puis à l'amour. Ces mots montraient une telle foi en lui, une telle croyance en ce qu'ils pouvaient devenir ensemble. Quand avait-il montré cette même foi en elle? En eux? Le phare apparut alors que le coucher du soleil approchait, son faisceau coupant déjà le crépuscule naissant. Les mains de Kennedy tremblaient alors qu'il sortait de la voiture, le vent de l'océan fouettant sa veste de costume. Son anxiété monta en flèche face à cet environnement inconnu, l'espace ouvert, les quelques touristes qui flânaient encore. Mais il se souvint alors de la façon dont Kelly lui serrait la main lors des événements publics, comment elle créait un espace pour qu'il puisse respirer sans attirer l'attention sur ses difficultés. Le chemin vers les rochers était raide et traître. Kennedy descendit avec précaution, se concentrant sur chaque pas plutôt que sur ses pensées galopantes. Près du bas, il s'arrêta. Elle était là. Kelly était assise sur un rocher plat, ses boucles sombres dansant, époustouflantes de beauté dans la lumière déclinante. Les pieds de Kennedy avancèrent d'eux-mêmes. Une pierre instable bougea sous sa chaussure, l'alertant de sa présence. Elle se tourna, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Comment m'as-tu trouvé ?» « Je me suis souvenu, dit-il simplement. De tout ce que tu m'as jamais dit, de chaque rêve que tu as partagé. Je me suis souvenu. » Kelly se tourna de nouveau vers l'océan, mais pas avant qu'il n'ait vu les larmes dans ses yeux. « Le contrat est terminé, Kennedy. Tu n'as plus besoin de faire semblant. » « Je ne fais pas semblant. » Il s'approcha, lui laissant tout de même de l'espace. « Je ne suis pas ici à cause d'un contrat ou d'une obligation. Je suis ici parce que je t'aime, et j'ai été un idiot. L'amour ne suffit pas toujours, sa voix était à peine audible par-dessus les vagues. Pas quand il n'y a pas de confiance. Je te fais confiance, la voix de Kennedy se brisa. Je te fais plus confiance que je n'ai jamais fait confiance à quiconque, et j'ai passé chaque instant depuis ton départ à me le prouver à moi-même. Elle le regarda alors, le regarda vraiment, prenant en compte son apparence échevelée, si différente de sa perfection soignée habituelle. Tu as été en ville, tu as parlé aux gens, tu as surmonté ton anxiété. Pour toi. Il s'agenouilla près de son rocher, sans se soucier de son costume coûteux. Parce que tu vaux chaque moment inconfortable, chaque crise de panique, chaque peur que j'ai dû affronter. Parce que t'aimer compte plus que n'importe quel contrat ou arrangement commercial ne le pourrait jamais. La main de Kelly bougea comme pour le toucher, puis se retira. Tu m'as blessé, Kennedy. Pas juste avec les photos, mais par la facilité avec laquelle tu te repliais sur le contrat, comme si ce que nous avions construit n'était pas assez réel en soi. Je sais, murmura-t-il. J'avais peur, t'aimer me faisait ressentir des choses que je ne pouvais pas contrôler, contre lesquelles je ne pouvais pas me protéger. Le contrat était mon filet de sécurité, mais je ne veux plus de sécurité. Je te veux, toi. Il sortit le livre de poésie, ouvert à sa dernière entrée. Tu as raison. L'amour ne se trouve pas dans les contrats. Il se trouve dans la confiance, dans le courage, dans le fait de se choisir l'un l'autre chaque jour malgré nos peurs. Son doigt traça ces mots. Tu n'avais pas tort sur ce que nous avons construit. J'ai eu tort de continuer à me cacher derrière des termes juridiques au lieu de l'embrasser pleinement. Le soleil se couchait maintenant, peignant l'océan de nuances d'or et de rose. Les larmes de Kelly accrochèrent la lumière alors qu'elle tombait. Je ne peux pas recommencer à faire semblant, murmura-t-elle, à me demander si chaque moment est réel ou fait juste partie de notre arrangement. Alors nous recommençons à neuf. Kennedy tendit la main vers la sienne, l'espoir s'envolant quand elle ne se retira pas. Pas de contrat, pas d'arrangement, pas de faux semblants. Juste nous, nous choisissant l'un l'autre, nous faisant confiance, nous aimant sans garantie. Les faisceaux du phare passèrent au-dessus d'eux alors que le crépuscule s'épaississait. Les doigts de Kelly se resserrèrent autour des siens. Tu es vraiment venu me chercher, tu as affronté ton anxiété, parlé à des étrangers, quitté tes espaces sûrs. Tu en vaux la peine, dit-il simplement. Tu vaux tout. Elle se tourna pour lui faire face complètement, sa main libre venant caresser sa joue. Promets-moi, murmura-t-elle. Promets-moi qu'on en a fini avec les contrats et les arrangements. Promets-moi que c'est juste nous maintenant, juste de l'amour. Je le promets. Kennedy se pencha vers son contact. Le seul arrangement que je veux est de passer ma vie à te le prouver.
Le baiser qu'ils partagèrent alors était différent de tous les précédents, non lié par des contrats ou assombri par des doutes, mais libre, réel et plein de promesses. Les vagues s'écrasaient en contrebas, les faisceaux du phare balayaient le ciel, et deux cœurs qui avaient trouvé leur chemin de l'arrangement à l'amour battaient enfin à l'unisson parfait. Chapitre 11, retrouvé. La petite librairie où Kennedy et Kelly avaient commencé à tomber amoureux était calme dans la lumière de début de soirée. À travers la vitrine, ils pouvaient voir leur coin habituel, deux fauteuils usés se faisant face, une petite table entreportant encore les traces de leur vie commune. La main de Kennedy tremblait alors qu'il poussait la porte, l'odeur familière de vieux livres et de café frais l'envahissant. Madame Chen leva les yeux de son comptoir, ses yeux s'adoucissant de compréhension en le voyant. « Elle est dans votre coin », dit doucement la vieille femme. Elle y est depuis des heures, à lire ce même livre de poésie que vous aimiez tant tous les deux. Et elle était là. Kelly recroquevillée dans son fauteuil habituel, le livre ouvert sur ses genoux. Elle semblait plus petite d'une certaine façon, plus vulnérable, mais toujours d'une beauté à couper le souffle. Ses boucles sombres s'étaient échappées de leurs épingles, tombant autour de son visage alors qu'elle se penchait sur les pages. Les pas de Kennedy le portèrent en avant que son anxiété ne puisse l'arrêter. Le parquet craqua sous son pas, faisant lever la tête à Kelly. Leurs yeux se rencontrèrent, et le temps sembla se figer. « Je suis désolé, dit-il, la voix à vif, pleine d'émotion. J'ai laissé mes peurs l'emporter sur mon cœur. Je me suis accroché au contrat au lieu de faire confiance à nous, à ce que nous avions construit ensemble. » Les doigts de Kelly se resserrèrent sur le livre. « Ça a fait mal, murmura-t-elle. Pas seulement le doute sur les photos, mais la facilité avec laquelle tu t'es rabattu sur des termes juridiques au lieu de croire en notre amour. Je sais. » Kennedy se rapprocha, tombant à genoux près de son fauteuil. « J'ai passé chaque instant depuis ton départ à affronter mes peurs, à surmonter mon anxiété, à me prouver que tu signifies plus que n'importe quel contrat ne le pourrait jamais. » Madame Chen tamisa discrètement les lumières du magasin et retourna le panneau, fermé, leur offrant de l'intimité dans leur coin. « Dis-moi ce que tu as appris, » dit doucement Kelly, sa main planant près de son visage, sans tout à fait le toucher. « J'ai appris que l'amour n'est pas quelque chose que l'on peut lier avec du papier et de l'encre. » La voix de Kennedy tremblait d'émotion. « C'est dans les petits moments. Toi m'apportant du thé quand je suis anxieux, moi te lisant de la poésie à minuit. C'est dans la façon dont tu comprends mes silences et soutiens mes luttes sans me faire sentir faible. » Il tendit la main vers la sienne, l'espoir montant en flèche quand elle ne se retira pas. « J'ai appris qu'affronter mes plus grandes peurs en vaut la peine si cela signifie ne pas te perdre. J'ai parlé à des étrangers, surmonté des attaques de panique, quitté mes espaces sûrs, tout ça pour te trouver, pour prouver que ce que nous avons est réel au-delà de tout arrangement. » Le pouce de Kelly effleura son alliance, qu'il portait toujours. « Et le contrat ? Il ne signifie rien comparé aux vrais vœux que je veux te faire. » Kennedy pressa son front contre leurs mains jointes. « Des vœux de confiance et de foi, et de se choisir l'un l'autre chaque jour. Pas parce que nous le devons, mais parce que nous le voulons. » Le livre de poésie glissa des genoux de Kelly, s'ouvrant sur une page marquée de ses notes. Kennedy reconnut le poème, celui qu'il lisait le soir de leur premier baiser. « Je revenais sans cesse ici, » admit Kelly, la voix épaisse de larmes. « Là où nous avons commencé à devenir réels, avant que les contrats et les arrangements ne compliquent tout. Alors recommençons. » Kennedy leva la tête pour croiser son regard. « Juste ici, là où nous sommes tombés amoureux pour la première fois. Pas de contrat, pas d'obligation, pas de filet de sécurité. Juste nous choisissant librement. » La librairie était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement des vieux radiateurs et du bruit lointain de la circulation urbaine. Dans leur coin, entourés de livres qui avaient été témoins de leur histoire d'amour depuis le début, Kennedy et Kelly étaient assis dans l'obscurité grandissante. « Tu m'as manqué » murmura Kelly, permettant enfin à sa main de caresser sa joue. « Même quand j'étais blessé et en colère, tu m'as tellement manqué. » Kennedy tourna son visage pour embrasser sa paume. « Je t'aime, dit-il simplement. Pas à cause d'un arrangement ou d'une obligation, mais parce que tu me donnes envie d'être meilleur, plus courageux, plus que je n'aurais jamais pensé pouvoir être. » Leur premier baiser fut doux, hésitant, comme un nouveau départ tout en se souvenant de tout ce qui les avait amenés à ce moment. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. « Rentre à la maison, » murmura Kennedy contre ses lèvres. « Pas à cause du contrat, ou du pantouse, ou de tout ça. Rentre à la maison parce que ce n'est pas une maison sans toi. » Kelly se recula légèrement,
étudiant son visage. Les choses doivent être différentes, dit-elle fermement. Plus question de se cacher derrière des termes juridiques quand les émotions deviennent effrayantes, plus question de douter de ce que nous avons construit ensemble. Je le promets, la voix de Kennedy était fervente. Chaque jour, je choisirai la confiance plutôt que la peur, l'amour plutôt que la sécurité, nous plutôt que tout le reste. Depuis son comptoir, Madame Chen regardait avec un sourire entendu alors que le couple se tenait ensemble, leurs corps gravitant naturellement l'un vers l'autre comme attirés par une force invisible. Le contrat qui nous a réunis, dit Kennedy alors qu'il s'apprêtait à partir, m'a donné le plus grand cadeau de ma vie, la chance de te connaître, de t'aimer. Mais ce que nous avons construit depuis, c'est à nous seuls, plus réel qu'aucun document juridique ne pourrait jamais l'être. Kelly tendit la main pour redresser sa cravate, un geste si familier qu'il fit mal à leurs deux cœurs. « Emmène-moi à la maison » murmura-t-elle. Le trajet de retour vers le Penthouse fut calme, leurs mains liées sur le siège entre eux. Chacun comprenait que ce n'était pas juste une réunion, mais un nouveau départ, une chance de construire quelque chose purement sur l'amour et la confiance, sans le filet de sécurité des contrats et des arrangements. Lorsqu'ils entrèrent dans le Penthouse, Kennedy conduisit Kelly à son bureau. Le contrat reposait sur son bureau là où elle l'avait laissé. Sans hésitation, il le prit et le passa dans la déchiqueteuse. « Plus de barrières, dit-il doucement. Plus de cachettes derrière des termes juridiques. Juste nous, juste l'amour, juste la vérité. » Kelly le tira contre elle, posant sa tête sur son cœur. « Lis-moi quelque chose, demanda-t-elle. Comme tu le faisais avant que tout ne devienne compliqué. » Ils s'installèrent dans leur position familière sur le canapé en cuir du bureau. Kelly se blottit contre le flanc de Kennedy alors qu'il ouvrait le livre de poésie qu'ils avaient rapporté du magasin. Sa voix, stable maintenant, sans aucune trace d'anxiété, remplit la pièce de mots d'amour et de dévotion. Dehors, les lumières de Manhattan scintillaient comme des étoiles, témoins de ce nouveau chapitre de leur histoire. Le contrat qui les avait réunis avait disparu, mais ce qui restait était plus fort. Un amour bâti sur le choix plutôt que l'obligation, sur la confiance plutôt que les termes, sur le courage d'être vulnérable plutôt que la sécurité des liens juridiques. Alors que minuit approchait, Kennedy et Kelly restaient enlacés dans les bras l'un de l'autre, leur cœur battant à l'unisson, leur avenir s'étendant devant eux, brillant de possibilités. Ils s'étaient trouvés grâce à un contrat, mais ils avaient choisi de rester ensemble par amour. Et à la fin, ce choix faisait toute la différence. Chapitre 12, l'amour véritable. Leur second mariage ne ressemblait en rien au premier. Au lieu du palais de justice stérile, ils choisirent la librairie où leur amour avait éclos. Madame Chen avait transformé l'espace en un havre intime avec des lumières scintillantes tendues entre les étagères et des fleurs ornant leur coin spécial. Kennedy se tenait parmi les livres qui avaient été témoins de leur voyage, aucune trace d'anxiété dans sa posture. Ses yeux ne quittaient jamais l'entrée, attendant le moment où Kelly apparaîtrait. Devon était assis au premier rang, entièrement rétabli et rayonnant, son carnet de croquis ouvert sur un dessin du couple heureux. Lorsque Kelly apparut entre les étagères, le souffle de Kennedy se coupa. Elle portait une robe blanche simple. Ses boucles sombres étaient ornées de petites fleurs, mais c'était son sourire qui la transformait en quelque chose d'éthéré. Ce n'était pas la mariée nerveuse de leur premier mariage. C'était une femme profondément amoureuse, marchant vers son avenir avec une certitude absolue. Leurs yeux se rencontrèrent et ne se lâchèrent plus alors qu'elle avançait vers lui. Pas de distance soigneusement maintenue maintenant, pas de façade professionnelle, juste deux personnes qui avaient trouvé leur chemin de l'arrangement à l'amour authentique. La première fois que nous nous sommes tenus ensemble comme ça, commença Kennedy pour ses vœux, la voix forte et claire, nous étions liés par un contrat. Aujourd'hui, je choisis de me lier par quelque chose de bien plus fort, mon amour, ma confiance, mon dévouement total envers toi. Tu m'as appris que la vraie force ne se trouve pas dans les documents juridiques ou les arrangements commerciaux, mais dans le courage d'être vulnérable avec quelqu'un qu'on aime. Des larmes brillaient dans les yeux de Kelly alors qu'elle prononçait ses propres vœux. Tu es venu me chercher quand j'étais perdu. Pas parce qu'un contrat l'exigeait, mais parce que ton cœur te guidait vers moi. Je promets d'être toujours ce foyer pour toi, l'endroit où tu peux être complètement toi-même, où l'amour n'a pas besoin de garantie pour être réel. Lorsque Kennedy souleva son voile, ses mains étaient stables et ses yeux ne vacillèrent jamais des siens. Leur baiser fut une promesse, témoignée non pas par des documents juridiques, mais par les personnes qui avaient vu leur histoire d'amour se dérouler. Madame Chen, qui avait fourni leur sanctuaire, Devon, dont la maladie les avait réunis, Zara, qui avait soutenu leur voyage,
et même Richard Kensington, qui souriait comme un père fier. Lors de la petite réception qui suivit, tenue parmi les livres bien-aimés, Kennedy surprit tout le monde en prenant le micro sans une trace de son anxiété sociale habituelle. La plupart des histoires d'amour commencent par une rencontre fortuite, une étincelle de connexion, dit-il en tenant la main de Kelly. La nôtre a commencé par un contrat. Mais ce qui a grandi entre nous est quelque chose qu'aucun document juridique ne pourrait jamais contenir. Kelly m'a appris que le véritable amour n'est pas une question de filet de sécurité ou de garantie, c'est se choisir l'un l'autre chaque jour, faire confiance malgré la peur, croire en quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Kelly se leva pour le rejoindre, les yeux brillants. Quelqu'un m'a dit un jour que l'amour ne se trouve pas dans les contrats ou les clauses, ajouta-t-elle, mais dans les espaces entre les mots, dans la confiance qui remplit les silences, dans le courage de croire en quelque chose qui ne peut être légalement lié. Nous avons trouvé cet espace ensemble, et je ne me suis jamais senti aussi libre. Plus tard cette nuit-là, dans leurs pantoufles surplombant la ville, Kennedy tenait Kelly contre lui alors qu'il dansait sur une musique douce. Les lumières de Manhattan scintillaient en contrebas, mais aucun des deux ne le remarqua, trop perdus l'un dans l'autre. Plus de contrats, murmura Kennedy contre ses cheveux. Juste nous, juste l'amour. Juste nous, acquiesça Kelly en levant la main pour toucher son visage. Pour toujours. Dans son bureau à l'autre bout de la ville, Jasmine regardait les pages mondaines se remplir de photos de leur second mariage, mais au lieu d'amertume, elle ressentit quelque chose d'inattendu, l'acceptation. Ces tentatives de destruction n'avaient fait que rendre leur amour plus fort, prouvant que les vraies connexions ne pouvaient être brisées par la manipulation ou le doute. Le cadeau de mariage de Devon pour eux était accroché dans leur chambre, un croquis magistral de Kennedy et Kelly dans leur coin de librairie, entouré des livres qui avaient été témoins de leur voyage de l'arrangement à l'amour. En dessous, il avait écrit une vérité simple. Certains contrats lient avec du papier, mais les liens les plus forts sont écrits sur le cœur. Alors que la nuit s'épaississait, Kennedy et Kelly se tenaient à leur fenêtre, regardant la ville en contrebas. Plus de faux-semblants, plus de cachettes derrière des termes juridiques. Juste deux personnes qui s'étaient trouvées grâce à un arrangement, mais avaient choisi de rester ensemble par amour. « Lis-moi quelque chose » demanda doucement Kelly, touchant le livre de poésie qu'ils avaient rapporté de la librairie. Kennedy l'ouvrit à leur poème préféré, celui qu'ils lisaient le soir de leur premier baiser. Mais avant de commencer, il regarda sa femme, la regarda vraiment, et sourit. « Je t'aime, dit-il simplement. Pas à cause d'un contrat, mais parce que tu rends mon monde infiniment meilleur juste en y étant. Je t'aime aussi, répondit Kelly en se blottissant contre son flanc. Parce que tu as été assez courageux pour choisir l'amour plutôt que la peur, la confiance plutôt que le doute, nous plutôt que tout le reste. Et alors que la voix de Kennedy remplissait leur maison de poésie, tous deux savaient que leur histoire avait bouclé la boucle. Le contrat qui les avait réunis gisait oublié, remplacé par quelque chose de bien plus puissant, un amour qui avait grandi dans les espaces entre l'arrangement et l'authenticité, une connexion qui n'avait besoin d'aucun lien juridique pour être réelle. Fin. Abonnez-vous si vous avez aimé.